Oh oui, mes amis, bel esprit. Voici la deuxième et dernière partie de mon interview avec mon pote Yann Colby. Merci pour l'accueil, ça fait pas mal de vues, donc j'ai en train de me demander si je vais peut-être pas faire plus de vidéos sur le catch. J'y réfléchis peut-être faire des vidéos, on va dire, pas vraiment autobiographiques, mais peut-être par rapport à ma carrière, prendre des événements et en parler comme ça, devant la caméra. On verra, si ça vous branche, dites-le moi, je le ferai. On appellera ça peut-être journal d'un catcheur ou voilà. Bref, ça pour vous dire, très très important. Alors, je vous présente mes plus sincères excuses pour l'éclairage absolument pourri de la vidéo. J'avais verrouillé l'exposition et le focus. En général, je fais ça pour mes vidéos. Mais le problème, c'est que comme l'interview a duré quasiment 2 heures, plus que 2 heures, au fur et à mesure, le soleil se couchait et donc ça s'assombrissait. Et en fait, je me suis rendu compte, vous allez voir, regardez ça, c'est comment était la vidéo sans retouche visuelle possible. Voilà. Vous voyez, c'était vraiment dégueulasse, tout sombre. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de sauver les meubles. Mais c'est vraiment très 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 perturbant tout au long, la lumière qui se déclenche ou pas. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment désolé pour ça. Mais sans plus attendre, voilà la deuxième et dernière partie de mon interview avec Yann Colby. Oh oui, appréciez les amis, c'est parti. Oh. Une fois, je catchais à la LNC. Ouais. Ligue nationale de catch. Catch pour David Tu as Mitchell. aussi commenté. C'est là qu'on s'est revu d'ailleurs. David Mitchell, ouais. en Mais mai avant, 2016. en 2014, j'avais catché à Vitry-le-François. Moi, j'étais en train de catcher à NXT TV à ce moment-là. Voilà, chacun son chemin de croix. Exactement. Donc et d'ailleurs, c'était la semaine après que je me sois cassé le doigt dans le sud de la Hongrie. Quel doigt? C'était l'index droit en plus. Alors, Cassé ou en torse? c'était plus qu'une entorse. C'était plus qu'une entorse. J'ai une autre histoire. Est-ce que Ouais. je peux la dire rapide? Non. Non. Avant le show LNC, David Mitchell veut faire un filage. Avec un T? Mitchell. Mitchell. Moi, je dis David Michel. Mitchell. David, Moi, salut si tu regardes. ouais. Donc David, tu m'avais dit, ouais, filage, machin. Donc je fais l'entrée, etc. Ouais. Bon, je fais pas ma vraie entrée, on n'est pas non plus à WrestleMania, tu vois. Mais je lui dis, voilà, je marche un peu comme ça, je fais comme ça, ma musique sur cette période, blablabla, blablabla. Et après il me dit, ouais, mais il faut quand même le faire un peu plus punchy. Je suis, non mais c'est pas ma vraie entrée non plus. Bref. C'est David. Et après il me demande quel est mon style. Alors je dis mon style c'est, je suis un roublard, je suis un petit con et j'aime faire la fête, je drague les gonzesses, etc. Il me dit, ouais, tu sais ici, un peu, tu sais le truc français, ici on se tape vraiment, machin. Ouais. C'est comme ça qu'on... Oui, il était inquiet, mais c'est David. Comme ça que ça se passe avec la foule. Ah ok, ça marche. Donc franchement, il faut que tu y ailles. Je lui dis oui, en y pensant, pas moins comme on dit, en me disant je ferai mon match, on verra. Donc je fais un match mixte, il ne le voit pas, il n'a pas regardé. Ouais. Et ensuite c'était main event 3 contre 3, avec Jody, je sais plus quoi. Jody... C'était un français ou un... Ouais, français. Jody. Jody, Ok, je me souviens plus de son nom, bref. C'est quoi sa gimmick? Je sais pas, genre mec... Non mais mec... Si le mec il dit sa gimmick, je sais pas, c'est que vraiment il y a rien du tout. Non mais c'est genre 1m90, quand même bien tanké pour un français avec un boxeur, Ah, à la attends. Chuck Palumbo, un truc comme ça quoi. Ouais, Mais pas de gimmick, pas de gimmick. Ouais, c'est un bodybuilder, je crois. Ouais, c'est bon. Et donc le main event 3 contre 3, élimination, je sais pas quoi. Oui, je sais plus. Et Scott? Non. Il y a David. Dans le main event, sûrement. probablement, oui. Ouais, Ah sûrement. oui, et c'est pour ça qu'il m'a vu bosser dans ce main event. D'accord, machin. ouais. Dans ce main event, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce main event? Du catch. Et je peux vous le dire avec une très grande fierté parce qu'il y a Fierté. prescription. Rien. Non, mais genre... Oui, mais bon, Non, mais quand c'est un match à 6, c'est normal. Oui, non, mais en quand plus, c'était heal. Non mais quand T'as je... chuté par contre. Non, quand je te dis... Arrête. Le seul truc que j'ai fait, c'est rentrer dans le ring pour faire le pin de fin de match. Oh, Donc quand je te dis rien, non, c'est je rien. dis bravo. Rien. Bravo. Et après, dans les vestiaires, Ouais. David il me fait... Quel gros match. Il me dit, ah franchement, j'adore. Ah franchement, j'adore. Et je lui dis, mais mec, Non, mais je après, croyais que tu voulais non, mais explique. Quand tu dis t'as rien fait, t'as quand même fait. 0 de 0. Non, mais genre, t'es même pas rentré dans le ring une seule fois? Non, je suis rentré uniquement dans les cordes pour faire le pin final. Sinon, je jouais avec la foule, je cherchais la merde, je descendais du ring, je parlais à la foule, je cherchais machin, je rassurais mes autres catcheurs. Ouais, je vois. 0 de 0 à part le pin. En plus, tu vois, le culot de faire le pin alors que j'ai rien branlé du match. Ouais. Et Overness et le promoteur qui m'avait dit quand même. Faut Ouais, se mais casser. c'est David, ouais, mais David, il faut Oui, mais comprendre peu que le importe. mec il organise et il catch, donc Mais il est stressé quoi. ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de faire du catch pour être over Ah, quand on fait du totalement. catch. Mais mec, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on Je parlait. suis quand même un connard, quoi.
Non, mais non, c'est que tu sais bosser, point barre. Tu sais bosser en tranquille. Moi, monsieur Jackie, que je veux interviewer pour la chaîne, il faut que je monte sur Paris pour le faire. Lui et Flèche, il faut que je les interviewe. Ça serait des grosses interviews quand même. Préparez-vous à les avoir, hein. Je pense que je vais le faire. Il y a de plus en plus de ça. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y. C'est bon, vas-y, Ouais. t'inquiète. Au pire, je travaillerai l'éclairage. Non, mais c'est. Ouais, mais c'est pas grave, je mets un cut, je fais Ouais, l'éclairage. Donc, monsieur Jackie et Flèche Gordon, je vais les interviewer pour la chaîne parce que ça va être des interviews de fou. Tout ça pour dire, moi, Jackie m'avait dit un jour, je t'en ai parlé tout à l'heure, en catch, t'as pas besoin en catch, entre guillemets, on casse le 3e mur, mais c'est pas grave. C'est pas le 4e? Le 4e. Pourquoi que 4 d'ailleurs? Bon, bref. À cause des murs porteurs, tu confonds toujours. Ouais, peut-être, c'est pas grave. Bon, dans des pyramides, il n'y a pas de murs porteurs. Où il n'y a que des murs porteurs. Peut-être. Oh là, j'ai des renvois de mon McDo. Oui, le McDo. D'ailleurs, le Coca, comment tu fais pour supporter? Moi, je peux plus. Ah le bon Coca. Ah, moi je suis drogué aux bulles, moi. J'adore. Ouais, mais des bulles, d'accord, de l'eau normale. Le Coca, Non, mais c'est même- que du ouais. chimique. Ouais. Je peux pas. Moi, ça me démolit. Ouais, n'oublie pas qu'ils utilisent le Coca pour nettoyer les shots. Bref, Bah ouais, bah au moins ça. Alors par contre, ça te... nettoie l'intérieur. Bah voilà, t'as l'estomac qui est toujours bien. Moi j'ai un voyageur, monsieur François Lafourcade, qui est un Ouais. directeur financier chez Air Liquide, donc Voilà. voilà. Par rapport à ta deuxième chaîne, plein trop. Planet Row. Ouais. Il est venu au Cambodge en janvier 2020, il est venu au Pérou et en Bolivie en mai 2019. Tu sais que j'ai fait le Pérou. Oui, je sais. Ginger Fart, Ginger Fart. Pérou. Et c'est là que le mec, depuis très longtemps, Je suis bien très ressorti pour comprendre. depuis très longtemps, le mec, et je l'ai vu un matin à l'hôtel avant de partir en bus pour les excursions de la journée, Ouais. il est venu et legit, il boit ça tous les Je jours. pensais à un truc, imagine, ça filme pas en fait depuis tout à l'heure. Ah bah vérifie quand même. Ouais. Il boit 5 Vas-y, litres vas-y. de Coca Zéro par jour. Et il a aucun souci ni de santé, ni de gencives, Ouais, c'est bon, on a 1h13 à peine, ça. voilà. Ni de gencives, ni de dents, ni d'estomac. Ouais. Je regarde l'éclairage, je pense tout. C'est toujours bon? Ouais, nickel. Ouais, C'est mais juste c'est ça, très, t'as le soleil c'est dans très la blanc gueule. donc ça. Ouais, c'est bon. Non, c'est pour toi parce que t'as le soleil dans la gueule. Ouais, 1h13, ouais, c'est bien ça. Ouais. Et ouais, donc, Donc, le Coca Zéro. Ouais, mais non, Donc le mec il boit des dizaines de litres depuis extrêmement longtemps. Après, le corps est habitué, c'est peut-être ça. Peut-être le jour où il arrête, au Bah corps va voilà, dire, c'est comme la clope. Il faut beaucoup fumer comme ça. Comme le sport, putain, le putain. jour où vous en faites plus, croyez-moi, bon, bref. Oh la vache, oui. Ouais, Je donc, peux faire un petit aparté sur la nécessité de vraiment être régulier, en sport. mais aussi que ça revient aussi qu'il faut pas se décourager quand on a perdu la régularité. Donc Oui. je faisais du catch, blablabla, du sport, etc. J'ai jamais été fan de muscu ou autre. Je le faisais purement pour le catch. Ouais. Montrer mes abdos sur la plage, bas les couilles complètement. Non, ouais. Voilà. En plus, il n'y a pas de plage dans le nord, donc ça sert à rien, quoi. Donc si j'avais pas la carotte du catch, j'avais aucun intérêt d'aller à la muscu. Enfin, c'est pas un truc qui me fait bander. Maintenant, j'aime bien. Voilà. Mais comme c'est ça, de temps en important temps. pour la santé. Voilà, tout à fait. Au début du confinement, je me suis dit, tiens, allez, je profitais du Il y a eu confinement un confinement. pour refaire un petit peu de sport, tu vois. Et le premier jour où je refais ça, après, je pense, 8 mois sans gym. T'avais fait quoi? 6. T'avais fait quoi? Des pompes? Oui, j'ai fait des pompes. J'ai mis 27 minutes pour faire 200 pompes. Ok. En série de 10 et 27 minutes, c'est quand même extrêmement long. Et après 3 mois d'entraînement régulier, pas taré, Donc 20 ni, séries de 10. ni quotidien, mais régulier et bien. Ouais. 3 mois après, j'ai fait 200 pompes et 200 squats en 11 minutes 37. C'est ça, ouais. Ce qui fait grosso modo 200 pompes, 200 squats non-stop, le temps de se Exact. relever et de se rebaisser, quoi. Ouais, c'est... Donc il ne faut pas perdre espoir, il faut être régulier, mais si vous n'êtes plus régulier, si vous ressortez un peu les doigts du cul, sachez que votre corps, avec la mémoire musculaire, etc., ça revient très vite, quoi. Voilà, et là par contre, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire quand même, ça Ouais, vas-y, me permet de dire quelque chose, parce que bon, comme Vas-y, vous savez, moi sur le Bel Esprit Show, je parle de plein de choses, je pense pas que tu les aies regardées sur les vidéos parce qu'elles sont trop longues, et je peux comprendre, tu es très occupé, ça c'est sûr, mais je parle de beaucoup de choses, et notamment de la vie et de vision de vie. Vous savez, cette mentalité justement, cet état d'esprit, grosso modo, Yann vient de dire, faut sortir les doigts, et quand on veut quelque chose, faut le faire, quoi. C'est un truc qu'il faut avoir dans la vie, point barre. Ah bah c'est une... Voilà. Enfin, Aujourd'hui, on est dans une société où la mentalité « je suis une victime » est mise en avant. Quelqu'un parle mal de moi, par exemple, parce que je suis un peu en surpoids, bah, c'est la faute de celui qui parle mal de moi. C'est pas la faute de celui qui est en surpoids. Donc, moi, personnellement, cette mentalité, je dis bien que, bien évidemment, il ne faut pas critiquer les gens sur leur apparence, mais quand même, être en surpoids, c'est pas une bonne chose. Je dis pas que c'est... Alors si vous après- êtes happy, si vous êtes content. Pour des femmes, tu peux avoir un dérèglement hormonal à cause de la pilule, tu peux avoir des problèmes de thyroïde, donc en dehors de ce qui Voilà. est indépendant de ta volonté. Exactement. Tant que c'est une question de choix. Après, attention, si vous choisissez d'être en surpoids, bien évidemment, ça vous va. Mais Hop là. partons du principe que si quelqu'un, je parle du surpoids parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être le fait d'être trop mince, ça peut être le fait de plein de choses.
un exemple, d'être trop blanc alors qu'on est en été, bah, elle est bronzée un peu. Voilà, bon bref, c'est un ensemble. Mais tout ça pour vous Si dire. c'est un problème pour toi. Bah, le problème, c'est que si quelqu'un te dit t'es trop gros et le fait qu'ils te le disent, excusez-moi le terme, mais ça t'emmerde, c'est que en fait tu te sens mal dans ta peau. Oui. Moi, franchement, regardez, je pars du principe, regardez, franchement, quand j'étais ado et que j'ai commencé à perdre mes cheveux, ça me faisait grave chier, croyez-moi, parce que j'avais une belle touffe à la Elvis Presley et j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais 14 ans, j'ai commencé à... Ouais, mais voilà, tu vois, bah, voilà, à l'époque tu me disais ça, je te connais presque, tu vois. Oh putain. Ah, franchement, chaud. Ah, on reconnaît les mecs du Sud. Hein. Ah, mais non, mais totalement, tu vois, je veux dire, ça me faisait chier. Maintenant, je suis super bien dans ma peau. Quelqu'un me dit t'es chauve, et tout, j'en rigole, je dis ouais, mais y a pas de problème. Mais c'est ça le truc, parce que ça me fait plus chier. Bon, bref, tout ça pour vous dire, voilà. Oui, mais ça, c'est la vie. Quand t'es jeune, tu penses que tout le monde a vocation à être parfait, et quand tu grandis, tu te rends compte que tout le monde est complètement imparfait. Bah, ouais, non, mais regarde, tout à l'heure, tu m'as, je veux pas dire vanné, mais t'en as parlé justement. Tu n'as pas de cul, non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, j'en ai. Je mettrai une photo, vous verrez, j'en ai. Non, je vais peut-être pas mettre une photo de mon cul, mais voilà. Bref, pour dire. Bel esprit. Combien j'ai perdu de poids en 2 ans? 25 kilos. Voilà. De graisse et de charisme. Et non, le charisme est toujours là. Ah, pardon, excuse-moi. Il est différent. On coupe? Attends. Transition erreur. Non, c'est pas comme ça. Donc, tu feras des. Arrête, on est déjà 1 minute 15. Putain, après, il faut que je me tape toute la vidéo pour mettre les photos et les trucs là. Bon, bref. Ah, c'est la vie, mec. Tout ça pour dire. J'assume totalement. Je ne suis pas une victime, justement. Parce que je ne m'assimile pas à ce que je suis dans ce corps. Très important. Ça, c'est une autre mentalité, mais je vais aller très loin. Trop loin. Là. Ah non, mais il faut le dire, tu vois. Comme tu es une âme qui se réincarne dans un corps, selon chacun la libre conception qu'on a de la vie. Quand quelqu'un dit je suis par exemple une personne de couleur et pour ça qu'on m'oppresse et je n'accepte pas, c'est qu'en fait la personne s'assimile uniquement au fait qu'elle soit une personne de couleur. Alors que si on part du principe qu'on est des âmes qui se réincarnent dans des corps différents pour vivre des expériences, on est plutôt une âme qui vit l'expérience d'une personne de couleur. Et donc partir de ce point de vue-là, on m'a perdu. Ouais, non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, c'est pas le genre de truc que tu dis en 30 secondes. Mais le fait que les personnes s'assimilent au label qu'on nous met, que la société nous met sur le front, c'est ça qui fait que la société est en train de se communautariser et que tout part en live dès que la société se communautarise. Bon, bref, c'est pas trop ça le sujet. Je pars très loin. Et si tu te identifies à un ongle? Ah, mais, entre autres, c'est. Tu connais pas les ongles incarnés? Très bien, très bien. Ouais, en fait, c'est ça non-stop. Tout ça pour dire, voilà, donc j'ai perdu 25 kilos de charisme. En 2 ans, hein, quand même, ça s'est fait progressivement. Mais principalement, moi, là où je suis vraiment passé à la vitesse supérieure, c'est avec le confinement. Pareil, je commence le confinement, je suis à 88-89 kilos. Bien, mais pas au niveau de sécheresse que j'étais quand j'avais 25 ans, par exemple. Ou que je suis maintenant parce que nous vieillissons aussi. Hein. Non, c'était parce que gros, j'étais à 103 kilos au Pakistan en décembre 2018, donc forcément, tu sais, tu passes pas de 103 kilos. Tu passes pas, je mettrai une photo, tu passes pas de 103 kilos au Pakistan à, comme je suis là en ce moment, 80 kilos. Les mecs, ils étaient bons en course à pied, hein. S'ils avaient le Pakistan. C'est le Pakistan, quoi. Donc tu peux, tu vas plus vite, quoi. Là, c'est trop loin. Là, c'est un coast to coast par un mec qui est pas athlète. D'ailleurs, en parlant de coast to coast, la première fois que tu avais passé les 100 kilos, il me semble que c'était sur la West Coast quand tu étais en Californie en 2007, non? Tu m'as dit, putain, ça y est. J'en pouvais plus. McDo sur la route tous les jours, je suis à 100 kilos. Ouais, mais là, c'est un gros point. Ouais, c'était en 2008. Ah, c'était 2008? Ouais, merde, pardon. Ouais, c'était aux States. C'était avant que je revienne. Ça devait être mai 2008. Bon, et bref, tout ça pour vous dire, voilà, le fait que je passe de 88 kg au début du confinement à 80 kg en fin de confinement, comme je suis aujourd'hui, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en sortant les doigts. Et pourtant, encore plus, j'ai envie de dire, quand on a 36 ans. Même pas avec une transition magique? Non, transition perte de poids. Je peux pas. Je peux pas claquer des doigts, ça c'est un des rares trucs que j'ai jamais réussi à faire. Tout ça pour dire, ouais, donc... Voilà, faut sortir les doigts. Et donc, pour ton truc du sport, tu as totalement raison. Pourquoi on en était arrivé à parler du truc du sport? Bon, moi, je sais que j'ai une anecdote. On revient. Tu disais que tu avais fait 15 heures de train pour venir arbitrer. 30 heures de bus. Sur un week-end pour arbitrer 2 matchs. Voilà, c'est ça. Et en plus, à côté, tu faisais quoi? Tu allais à la fac en plus, non? Tu faisais des études? Oui, c'était pour les études que j'étais à Prague. Ouais, donc voilà. Donc le mec, en plus, après, le lundi, il reprend la fac, quoi. Enfin, bref. Ou pas. Moi, j'ai eu cette discussion avec. Bon, après, c'est un exemple, mais Fabian Eichner. De l'Imperium à NXT UK, très bon catcheur, très bon catcheur. On avait fait un trajet voiture ensemble un jour pour rentrer d'un show d'Alex Wright qu'il a entraîné, et il m'avait dit que lui c'est pareil, le catch il a appris ça chez Alex Wright et il se tapait chaque fois 4 heures aller, 4 heures retour de bagnole rien que pour faire un entraînement hebdomadaire. Mais honnêtement... Et il a fait ça pendant plusieurs mois. Ah, c'était dans le désert? Hebdomadaire? Hebdomadaire, non.
Hebdomadaire, c'est le mot qui veut dire chaque semaine. Ah, pardon, ok, Ouais. je croyais l'animal. Ouais. Honnêtement, 4 heures de route, c'est. Je veux dire, c'est pas. Attends, aller et 4 retours. Oui, d'accord. 8. Oui, mais c'était une époque où t'avais que ça. Et c'était pas la fin du monde. Lui, quoi. en tout cas, il avait que ça. Lui, c'est sûr, il avait que Ouais. ça, quoi. Mais totalement, mais c'est pour dire que voilà, et maintenant le mec il est où aujourd'hui? Il est champion par équipe NXT. Donc le truc c'est que, encore une fois, si c'est des nombreux messages. Et pas moi. Donc ça sert, tu vois, c'est vraiment lié au talent. C'est pas par rapport au dévouement. Non, mais c'est parce que. Non, mais voilà, mais ça c'est aussi c'est un truc qui est spécial de toi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est clair. Et puis chacun a le destin que son âme a plus ou moins choisi. Mais c'est parce que tout simplement, au bout d'un moment, justement, voilà, tu t'es dit le catch, ça me motive plus trop. Oui, en 2015, quand je me suis vraiment bien blessé au dos, enfin pas moi, Ouais. un mec qui m'a mis un dropkick qui m'a niqué la colonne. Je le connais? Non, D'accord. c'était un Hongrois. Je me suis Ouais. dit. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que je me suis pas fait opérer, mais j'étais quand même genre quand je descendais des trottoirs, des fois j'avais une décharge électrique dans la colonne, tu vois. Ouais, je vois. À quel niveau c'était la blessure? Les lombaires, bas du dos. Ouais, classique. Voilà. Classique. Euh, Mais attends, le mec il te fait mal sur un dropkick au bas du dos? en fait, on avait fait un spot, c'était par équipe. Ouais. Genre les deux mecs ont fait une sorte de drop to hold, on se casse la gueule. Ouais. Avec mon coéquipier, on s'agrippe l'un à l'autre pour Ouais. essayer de se remettre un petit peu à genoux, retrouver nos Ouais. esprits. À ce moment-là, les deux mecs par derrière, un dropkick. Dans le dos? Ouais, dans le dos. Stand-up? Standing ou à genoux? Moi, j'étais à genoux. D'accord? Ouais. Et l'autre, ton partenaire, il Ouais, était nous, on était face à face à genoux. où? À genoux, ouais, Et les d'accord. deux mecs, en hug, quoi. ils courent dans les cordes, oui, voilà, comme ça. Et la colonne, clac. Ah oui, bah. Donc c'était genre un gros. Ouais, en fait, il est allé au chouette. Oui, voilà. Oui. Mais non, mais le gars n'était pas un bon catcheur, etc. Enfin, c'était pas un catcheur. Dangereux. Oui. Et. Petit aparté très Ouais, rapide, vas-y, là, vas-y. parce que sinon, après, je Non, ne passerai non, pas. pas de souci. Tout à l'heure, on en parlait justement à McDo, où tu parlais d'Eddie Guerrero et de Malenko, qui Ouais. avait fait un super match à Starrcade de 97, c'est ça? L'opener, ouais. Voilà, l'opener où en fait on voit que quand tu es très bon athlète et très bon catcheur, grosso modo tu prends tes propres chutes. Tu vois, moi je voulais réagir là-dessus en disant ne prends jamais, n'accepte pour les catcheurs qui regardent cette vidéo, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ne prends jamais une chute ou une prise où tu n'as pas au moins 80% du contrôle du truc. Parce que c'est trop dangereux. Par exemple, un exemple, c'est très rare que j'en prenne, mais quand tu prends un marteau pilon, tu es à 100% dans les mains de l'adversaire. Tu n'as aucun contrôle pour te sauver ta vie. Si le mec il est naze ou si le mec il veut vraiment te faire mal, il peut vraiment te faire mal. Tu vois, moi par exemple, cette prise du dropkick, j'aurais jamais pris de profil de dos. Parce que tu n'as aucun contrôle. Le mec, tu peux pas te protéger de dos, à part mettre la main. Ouais, je suis d'accord. Mais alors, après, il y a il y a aussi une hiérarchie sur les trucs qui te font réfléchir au risque. Ouais. Parce que moi, si je fais un dropkick dans le dos d'un mec, je vais un peu l'effleurer du bout des pieds dans le haut du dos. Gros, Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es physiquement, jamais j'arrive abrité même d'un pas. accident. Oui, bien sûr, mais physiquement, par exemple, j'arrive même pas à comprendre comment il a pu faire un dropkick aussi bas parce que j'étais à genoux. Ah, parce qu'à la base, il devait te le mettre, ouais, j'imagine. Un dropkick, tu vas le mettre dans le haut du dos. Ouais. Donc, les deux pieds full force dans le bas du dos Oui, à cette hauteur, déjà physiquement, c'est extrêmement compliqué de le faire, même si Ouais. tu veux le faire Oui, non, pour mais- blesser un mec. Ouais, on est d'accord. Donc, oui. Ouais, bon, ouais, je comprends. Mais pas bon, grave. voilà, petit aparté. Mais donc, voilà, c'était un gros 6 voire 9 mois de rehab. Ouais. Ah ouais, carrément, rehab, kiné et tout. Non, pas rehab, genre Ouais, je mais- fais plus rien. D'accord, ouais. Je laisse mon corps se reposer un petit peu, Ouais. ça lui fera du bien, etc. Et après, il y a eu changement professionnel avec moi, mon épouse, changement de pays, Ouais. truc, machin. Et à ce carrefour de vie, je me suis dit, En 2015, donc. ouais, fin 2015, début 2016, est-ce que j'ai envie de continuer à faire du catch? Est-ce que j'ai envie de revenir faire Ouais. du catch? Quel âge j'ai? Quel peut être mon futur dans le catch Dans par le rapport catch, à mon ouais. âge, par Mhm. rapport à mon niveau, par rapport à un éventuel autre niveau qu'il faudrait que maintenant je réatteigne Ouais. pour aspirer aux choses que j'ai peut-être loupées il y a 5-8 ans, je Ouais. sais pas. Je me suis dit, comme ça je te le dis souvent, Ouais. comme j'ai jamais fait du catch pour l'ego ou autre, Ouais. Ce qui est très important et c'est très honnête de le reconnaître. moi et c'est pas de la fausse modestie, je m'en fous de ne plus être sur la scène et de ne plus être acclamé par la foule en face ou pas. Ouais. Mais par contre, le truc que je ne voulais pas laisser tomber, c'était d'être activement actif Dans dans le le milieu du catch que Je j'ai sais dans le pas catch. si tu peux dire activement actif. Tu Justement, dis juste. c'est pour mettre l'emphase sur le... Ouais, mais en fait, c'est un pléonasme, mais c'est bon, ça sert un peu à rien. Je Balek. pense que tu peux refaire ta phrase en disant quelque chose que je ne voulais pas laisser tomber, c'était d'être actif dans le catch. Activement actif dans le catch. Parce À que moins- tu peux à être moins- actif, mais pas vraiment activement. Tu peux être actif, genre ouais, le mec il est là, mais il est pas vraiment là. Je sais pas, franchement. Si Ah, tu allez, la fais- sémantique, la si sémantique. tu fais un effet oratoire de dire je ne Un voulais effet. vraiment pas laisser tomber le fait d'être actif dans le catch, Activement actif.
dans le catch, tu vois, ça pourrait, ça remplit le même effet en économisant un mot, quoi. Bref. Tout ce que je veux dire, c'est que ne plus être sous les spotlights en tant que catcheur, c'était pas un échec de vie. Tu peux rouvrir le rideau, je pense qu'il y a moins de lumière là. Non, il y a toujours le soleil, il va descendre de plus en plus, regarde, tac. Ouais, non, mais là, il est derrière les nuages. Oui, mais c'est très très blanc là. Ouais, mais là, c'est très très noir, non? Donc je m'étais dit, je vais appeler David Mitchell maintenant que je suis en France ou d'autres. Ouais. Est-ce que tu veux que je commente? Yep. Tant que je peux être dans le business que j'aime, c'est ça qui compte Et pour moi. surtout avec C'est ton pas, expérience. c'est pas ma place. C'est pour ça que avant de devenir catcheur, T'étais arbitre. j'étais arbitre parce que je voulais être activement actif dans le truc. Et en plus, quand t'es arbitre, C'est très important de connaître le business, en fait, au final. oui, et c'est formateur dans les deux Oui, sens. Que tu ouais. sois arbitre avant d'être catcheur ou que tu Absolument. sois comme Derek Young qui est arbitre après avoir été catcheur. Quand t'es arbitre Derek après avoir Young, été catcheur, Derek Young Drake Young. Ouais, non, Drake Wurtz. Ouais, enfin, oui, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Il s'appelait comment sur les indies? Drake Young. D'accord, ok. Young. ok. Ou Drake Younger. Ouais, Drake enfin, son vrai nom, c'est Drake Wurtz. Ouais. Qui a, excusez-moi, Oui. son premier match télé, c'était NXT TakeOver, moi et Enzo. Ouais, premier match télé à NXT, d'ailleurs il m'a toujours dit merci de m'avoir fait donner mes débuts. Putain, j'ai donné ses débuts à Kalisto Télé. Début télé Kalisto, début télé de Drake Wurtz en tant qu'arbitre, bel esprit. Sans oublier René Young. Et tes débuts dans le ring. Oui, René Young, voilà aussi backstage, première interview avec moi. Ouais. Enfin, Sylvester Lefort et premier match Et ton premier match arbitré, non, j'étais pas là. Non. Premier match arbitré, c'était à Gaillefontaine le 8 octobre 2004. Bordel, j'avais même pas encore commencé le catch. Le main event, c'était Eric Schwartz contre je ne sais plus qui sur le ring de Pierrot. Et tu Et t'es pris. Eric Schwartz m'a mis un last ride. Je devais faire 50 kilos. Sur le ring, c'était le ressort, le bois et de la moquette. Ouais, un petit morceau de moquette. Et la bâche en plastique. Voilà, c'est ça, la bâche en plastique, putain. Et je me tu suis l'as dit- sorti? Putain, il m'a coupé la respiration. J'étais par terre. Je fais... Tu savais chuter? Ah oui, on avait fait le stage. Oui, on avait Ouais, fait le vite stage. fait. Disons que quand ça chuter ou pas, quand Eric Schwartz se met à la stride, Ouais. c'est lui qui te fait chuter. Quoi. Eric Schwartz, alors c'était quand même un très grand catcheur allemand. 1m92, très Voilà, grand. 1m80, ouais, mais surtout en fait un très grand de par sa carrière, dans le sens que c'était en fait en Europe, avant que vraiment le catch, on va dire, se démocratise, il y avait quand même un noyau de catcheurs européens, qui certains sont toujours actifs, qui formaient en fait le catch européen. Il y avait Bambi Killer, Kovac, Doug Williams, Johnny Storm, Jody Fleisch, on l'a dit, Eric Schwartz. Eric Schwartz, Patrick Schulz. Money Swiss Money Holding avec Cesaro et Ares, son ancien coéquipier. Ouais, qui est maintenant en Caroline du À Nord, Las Vegas. marié. Ah non, il est pas à Las Vegas? Non, il est à Las Vegas, je crois. Oui, Las Vegas, il me semble. Non, je crois qu'il est en Caroline du Nord. T'es sûr? Moi, j'avais cru. Je sais qu'il avait déjà d'abord parti à Las Vegas. Il me semble. La première fois, il bossait dans un casino, je crois. Je suis quasiment sûr. Bon, il est marié avec Alison Danger, la femme de Steve Corino, qui Donc, qui j'avais est catché. producteur à la VVE maintenant. Ça y est, elle y est? Non, lui, Corino, depuis quelques Ah oui, années. Corino, oui, voilà. Ouais. La sœur, oui, c'est sa sœur, mais d'accord, oui, voilà. Mais Ares, un des mecs les plus cool du monde. Absolument, on avait fait un trajet bagnole avec lui pour rentrer À de Digne-les-Bains. Ouais. Putain, anecdote de catch. Viens. Ouais, vas-y. Attends, très rapidement. Ah ouais, Il y avait aussi les Van Kunders, que Mott, je le vois souvent en Allemagne à Wrestling Cult. Et bel esprit, Mott, il me fait rêver. Le mec, il a 45 ans, il fait toujours des matchs de fou en faisant sa gimmick de d'homosexuel. gay homosexuel et tout, mais qui mousse d'enfer. C'est un magnifique opener, il prend 2 chutes et on en parlait, on en rigolait. Je fais, en fait, tu fais rien dans tes matchs, je fais, bah oui, je peux plus, j'ai 45 ans et je fais, mais au final, t'as une des plus grosses réactions du show. Bernard Van Damme, tout ça, tous ces mecs-là. J'avais bossé avec Mott en Hollande. T'étais un peu au rat? Ralemot. C'était quoi? Septembre 2014. Ouais. D'accord. Ouais, c'était cool. C'était un très bon gars. Ouais, super cool. Anecdote de catch. Digne-les-Bains, Arès, enfin, double show ici, double. La veille, je t'avais brûlé l'épaule avec Non. le cigare. Ah, oui, non. L'année suivante. Parce que là, c'était 2 shows à Digne-les-Bains ou c'était... Ouais, non, on avait fait la veille à Béziers, sur le parking, et le lendemain à Digne-les-Bains. Voilà, ça c'est 2007. Où je t'avais brûlé l'épaule avec le cigare. 2007. Mais en 2008... Ouais. 2008. Ou alors c'était... Non, 2008, c'était qu'on avait fait... C'était un double shot. C'était toujours un double shot avec un jour quelque part, le lendemain à Digne-les-Bains, avec un show d'après-midi en plus, même pas le soir. Ouais, sur la bâche noire brûlante. Oui, de classique, voilà. Oui, classique. Mais la veille, le show, c'était à Néou, en putain de Normandie. Ce qui fait que le planning du week-end, c'était le vendredi matin, je me lève aux aurores, je prends le train de Strasbourg, il n'y a pas de TGV, c'était 4 heures jusqu'à Paris. Oui. Paris, transfert gare de l'Est, gare du Nord, TGV pour aller à Lille.
On me récupère. À Paris, j'ai aussi chopé Roméo, au passage. Oui. On est allé à Lille. Oui. Ensuite, on a passé un petit peu de temps avec Booster, etc. Et ensuite, on a pris la camionnette pour aller en Normandie, dans un bled complètement paumé. J'étais sur le show. Franchement, je crois pas. Peut-être que tu étais aux US. C'était quand? En 2008, tu me dis? Je crois que c'était en 2008. Ça me dit quelque chose, mais bon, ouais, vas-y. Ouais. Mais il y avait Digne-les-Bains, t'es sûr? Certain. Je vais te dire pourquoi. Parce que, donc, après le show, alors déjà, on monte le ring, le show le soir. Les vestiaires, c'était une bâche sur des piquets avec quelques chaises derrière. Parce que comme on était sur un terrain vague, il fallait juste camoufler l'espace pour que tu délimites entre les gens et les pas gens, et les catcheurs. Pas gens. Et après le show, eh ben, on démonte le ring et comme on va Est-ce qu'il faisait froid après le show? Attends. Parce que moi, les douches, toujours froid après le show. Je sais pas, il y a une blague? Eh oui. Quoi? Bah, est-ce qu'il faisait froid après le show? Ah oui, ok, très drôle. Blague, Combien sur 10? Blague de Mercure, 1 sur 10. Bel esprit. Ah ou. On démonte, on monte dans la camionnette, il est... On monte, c'est marrant, mais vas-y. Ouais, très drôle. Fin de show, il doit être genre 23h. Classique, oui. Voilà. Bon, après c'est tôt pour la France. On est en Normandie. Prenez une carte. On est à Néhou, N-E-H-O-U, en Normandie. Digne-les-Bains, c'est l'opposé, quoi. Digne-les-Bains, et le problème de Digne-les-Bains... C'est qu'il n'y a pas d'autoroute, primo, et par où tu passes pour y aller? Parce qu'il n'y a pas le massif central, c'est rien. Oui, on sort peut-être à Orange, puis Gap. Ah ouais, d'accord, tout dans le genre. Et après tu remontes dans les Alpes. Et on a mis 15 heures de route. 15 heures de route. Classique. Je te jure, au bout d'un moment, quand on était dans les Alpes, on s'est arrêté genre 10 minutes, toutes les 20 minutes. Parce que tout le monde dormait. Ouais, normal. Non mais c'était impossible. Ça m'a fait... Ouais, et après, WS, on a les mêmes soirs, mais vas-y. Et après qu'on arrive à Digne-les-Bains, show, on arrive à genre 14h, show à 15h. Ouais, et tu bossais qui alors? Je bossais Romain. Ouais. Roméo, qui s'était fait mal à une côte, la veille. Nous, mais en plus... Vive le catch. Les mecs, on dort pas, on roule toute la nuit, et après on arrive pour le show. Putain mec, je me suis pété une côte. Fais tout, mais me fais pas chuter sur la côte. On arrive à 14h, on vient de rouler pendant 15 heures après une journée déjà de route et un show de catch, montage-démontage de ring. On monte le ring, le show commence dans 1 heure. Ouais. Les vestiaires, c'est les sous-bassements d'un kiosque. C'est Digne-les-Bains. Donc vous voyez les kiosques dans les parcs, c'est ce qu'on appelle un kiosque, c'est là où il y avait les orchestres. Ouais, genre c'est une cave, quoi. Une cave mais pourrie au sol. Oui, mais je veux dire, au-dessus, il y avait des orchestres et des... C'est une coupole un peu arrondie. Et effectivement, en dessous, il y a des chaises. Non. Des fois, il n'y a même pas de chaises. Et Phoenix qui fait 1m90, donc il fait pas non plus 2 mètres. Lui, il était comme ça dans le vestiaire, tu sais. Ouais, la tête baissée, oui. Et au bout de 10 minutes, il pleut du Phoenix. Il pleut du plafond. Pourquoi? À cause de la condensation, tout le monde qui transpire, parce que t'as 15 hommes dans le machin. Et il n'y avait pas de place, parce qu'il y avait, tu te souviens, il y avait toute la réserve d'eau et de machin pour la fête du village. Oh mon Dieu, c'est horrible. Donc on monte le ring en speed. On monte le ring en speed, on se change en speed. Oh, en plus, vous montiez le ring, c'est vrai. Mais oui. Oh, chaud. Sur la bâche en vinyle, brûlante, parce qu'il est 15h en Alpes d'Haute-Provence. En été, quoi. Au mois d'août. Donc Romain se semi-fissure, d'ailleurs. J'ai une mouche là ou quoi? Non, Romain il se fissure la côte ou un truc comme ça. Pendant tout le voyage avec Booster, on essayait de le faire rire. Parce qu'à chaque fois qu'il rigolait, le mec il était au bout de sa vie. Il pleurait de douleur, il n'en pouvait pas, quoi. Ah, le bâtard. Et alors, ouais, j'étais pas là parce que je m'en souviendrai de le summum du summum du summum. Devine la première prise que j'ai faite à Romain dans notre match. Bah, un backbreaker, un body slam, je sais pas. Non, il est blessé aux côtes. J'allais dire vas-y, dis-moi. Un spear. Ah oui, après tu aurais fait un backbreaker, je pense qu'il aurait eu mal quand même. Oui, non, mais la bêtise, quoi. La bêtise de penser à ça, quoi. Non, mais c'est une surprise, il a dit oui, j'ai pas compris. Non, on a monté le match sans se dire, t'as quand même une côte fêlée, on va peut-être pas faire un spear. On s'est juste dit, ce serait cool de commencer sur un spear. Ah putain, je retire ce que j'ai dit quand je disais que tu comprenais le catch et que tu. Ouais. Non. Enfin bref. Ah, c'est marrant. Bel esprit, comme on dit. Yo, bel esprit. Yo, shoot, bel esprit, à l'ancienne, représente bel steak. Yo, par contre, donc, en parlant de ça, justement, shoot, tu disais en 2015, donc voilà, c'est une blessure, et là, tu as commencé à penser, bon, tu as pu contacter David Michel, est-ce que je peux présenter? Ouais. Donc, c'était fin 2015, début 2016. Début 2016, une fois que je suis arrivé en France. Premier show que tu as présenté pour lui, c'était quand? Parce qu'on s'est donc février 2016. Nous, on s'est vu en mai 2016. Ouais, je prenais quelques bookings entre mes shows d'Impact. D'ailleurs, David, encore une fois, merci, ça avait été un des premiers à me rebooker en France. Bel esprit. Après mon retour d'NXT, shoot. Et non, franchement, moi, David, j'ai toujours de très bonnes expériences avec lui. Gros putain de MERD. Bah oui.
Brionne, Octobre 2011. 2011, pas 2011, j'avais arbitré effectivement David Mitchell contre Tom Laroufa Et ça, à Brionne. C'était un très bon match. Et je me souviens que c'est toi qui avais demandé à Flèche que ce soit moi spécial- l'arbitre. Spécialement, parce que Merci alors, en beaucoup. fait, pour l'histoire, merci à toi d'être venu. Le truc, c'était, après ce match est dispo sur internet, regardez la version courte, parce que sur la version longue, avec la transpiration qu'il y avait sur les cordes, 2 fois je glisse de la 3e corde, dont une fois j'ai failli me tuer. Le plus dangereux, tu t'en souviens de ça? Tu t'en souviens? Tu te souviens pas de la chute que j'ai fait de la 3e corde? Non. Arrête. Gros. Attends, je te la montre. Non, bon, je te la montrerai après. Tu t'en souviens pas, mec, j'ai failli mourir. T'étais comme ça en plus, t'étais. J'ai glissé, je suis tombé, j'ai pris un side bump sur le parquet de 3 mètres de haut. Bon, enfin bref. Ah bon? Ouais. Et non, franchement, et donc tu vois, ce match-là, en fait, qu'on avait construit à l'époque, je m'en souviens, c'était en 2011. C'est la finale d'un championnat, un truc comme ça? Ouais, c'est même pas, en fait, non, c'est juste c'est un match pour le titre. un match pour le titre qu'on vendait quand même depuis 6 mois sur le site Ah, c'était pas en internet. Normandie? Hein? C'était pas en Normandie? Non, qu'on vendait, pas en vendait. Ah, pas en vendait, Voilà, ok. c'est le verbe vendre. Excuse-moi. 0 sur 10. Blague géographique. 0 sur 10, ça là. Et donc on le vendait quand même depuis 6 mois sur le site internet, que je gérais d'ailleurs à l'époque. Bon bref, c'était vraiment un gros match. En fait, même s'il n'allait pas être filmé tout court, même s'il y avait une émission télé, t'étais là, qu'il y avait tous différents qui me suivaient. Oui. Tous différents. Ouais. Tu sais quoi, je mettrais. Non, je pourrais pas le mettre parce que l'extrait c'est marrant, ce tous différents, il est censuré en France, mais quand je vais aux States, il est accessible sur YouTube. Ah mais oui, c'est à cause des copyrights, parce Ouais, que c'est comme quand tu regardes, moi de l'étranger, je regarde Molotov, il faut un VPN ou un truc spécial, parce que les droits télé qui sont payés par les diffuseurs ne sont valables qu'en France. Oui, sûrement, c'est ça. Machin truc, donc si vous avez un VPN et vous pouvez vous connecter à YouTube en dehors de la France, écoutez, vous mettez tous différents, est-ce que l'amour est plus fort que tout? Et vous allez voir Tom Laroufa en 2011. à poil. Ouais, sur la plage, non pas à poil, mais presque. Bon, de toute façon, j'étais en slip de catch et franchement, j'étais bien balèze. En slip duck. C'était un mois avant mes essais à SmackDown qui m'ont fait signer à la WWE. Bon, bref, et donc ce match était tellement important pour moi et David, ou David et moi, peu importe. Et on y avait mis tellement de cœur. D'ailleurs, on avait fait 20 minutes non-stop, franchement, que des faux finishes pendant 20 minutes. Ouais, t'as des souvenirs de ce match ou non? Franchement, non. Mais je me souviens que c'était très cool d'arbitrer ce type de match à cette époque. Sur un show entre guillemets de campagne. Franchement, je vais te dire direct, toute proportion gardée, on est en 2011, c'était quand même il y a 9 ans. Je pense qu'à ce niveau, à cette époque, c'est probablement, bon, je vais aller loin, je vais aller très loin, mais pour des jeunes, en tout cas des jeunes, parce qu'à l'époque j'avais quand même 25 ans à peu près, 25-26, c'était probablement un des meilleurs matchs du catch français de l'histoire. Parce que, fait par des Français. Voilà, fait par des Français, 100% français, et surtout à la sauce moderne. Il y avait de tout, il y avait des springboard crossbody, j'avais fait un moonsault, des spears, voilà, c'est pas juste du catch français, genre comme il y a eu des très bons matchs dans les années 70, mais où c'était Snapmare, faux finish. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, là je me souviens qu'à l'époque avec David, on s'est dit mec, il faut qu'on se défonce, et bref, on avait fait un super match qui est disponible sur YouTube, je mettrai chaque fois des photos sur internet. Voilà, et en fait, oui, j'avais demandé à Flèche spécialement, il me faut un gros arbitre, enfin un gros dans le sens, un bon arbitre, vraiment qui peut faire plonger et faire des faux finishes et qui sait les vendre. Parce que je pense que toi, justement, tu as été arbitre, tu peux confirmer que le métier d'arbitre, c'est pas facile du tout. Non. Et qu'est-ce qui est plus, bon, c'est question con, mais qu'est-ce qui est plus dur, tu penses? Catcheur ou arbitre, même si c'est pas le genre de question qu'on pose. Catcheur quand même. Ok. Ouais. Mais donc bon, dans tous les cas, arbitre, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ouais. T'as eu plus de mal à faire catcheur ou arbitre? Non, catcheur. Arbitre, c'est venu assez instinctivement. Ouais, parce que tu regardais du catch. Oui. Voilà. Catcheur, non. Je vais taire l'endroit. Mais je pop toujours avec Beast, tu sais, notre youtubeur, un pote à moi. Oui. Guillaume Lepers. Un jour, on avait fait un stage. Et il y avait eu un arbitre qui avait arbitré un match, mais franchement, l'arbitre dans le match était très, 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 très mauvais. Là, j'étais présent? Non. Ou c'était toi dans ta vie ok, c'était assez récent. Et l'arbitre qui me demande, au fait, mon arbitrage, il était comment? Et moi, ma réaction, c'est, je m'arrête, je regarde, je fais, est-ce que tu regardes du catch? C'était un fan? Non, et sa réponse, c'est non. Voilà, donc tu vois, ça explique que bon, toi tu me dis, arbitre c'est venu naturellement, c'est parce que tu regardais et t'assimilais et t'aimais le catch, tu vois, mais voilà, ça m'a rappelé cette histoire où le mec il me dit, mon arbitrage c'est comment? Je fais, la seule réponse que j'ai eu à lui dire c'est, est-ce que tu as déjà regardé du catch? Voilà, c'était ma seule réponse. Mais pourquoi il avait été pris arbitre? Parce que c'était un pote de l'organisation. Qui t'épanne, ok. Oui, c'est ça, voilà. Mais arbitre c'est une bonne école aussi pour apprendre la psychologie. Les positionnements. Oui, etc. Parce que la psychologie vient toujours beaucoup plus tard que les compétences physiques. Donc si tu commences avec la psychologie, quand tu n'es pas un bon athlète,
comme moi, et ben ça te permet, une fois de plus, de partir avec plus de bagages et de pas te dire putain, il faudrait que je fasse ça et ça dans le ring. Parce qu'à la limite, tu sais déjà que t'as pas trop besoin. Et puis moi, ce que je dis toujours, enfin, c'est pas ce que je dis toujours, mais c'est ce que je ressens toujours, mais je le dis rarement parce que je parle très rarement à des arbitres au final, et surtout dans mes séminaires, c'est qu'un arbitre peut vous foirer un match. Et encore plus, la finish d'un match. Totalement. Ah bah ça, pour les abonnés, tu l'as vu sur les reviews de la Monday Night War, les Nitro, c'est ça. le nombre de matchs où le finish, il est simpliste, mais il y a Nick Patrick ou un autre qui foire complètement le truc, tu te dis mais putain les gars, il y avait rien à faire quoi. Mais vraiment rien. Moi, de vécu, souvent ça m'arrive où, tu vois, comme tu le dis, les arbitres, ils n'ont pas la psychologie parce que tout simplement, ils sont pas des gros fans de catch. Ah, j'ai des taches de McNuggets. Ouais, fallait pas en manger. C'est que les mecs, tu vois, par exemple, d'un finish où un tombé doit se faire rapidement ou pas rapidement, en fait, ils vont faire l'inverse et ça flingue tout, tu vois. Ou alors, ils vont prendre 1, 2 parce qu'ils se sont pris une chute, 3, ça tue tout le truc. Ouais, je veux dire, ça me l'avait fait pour certains matchs très importants il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça te fout les nerfs, t'as envie de te lever, de cogner l'arbitre. À l'époque, j'avais eu la chance quand même d'arbitrer en 2004, de 2004 jusqu'à 2007, jusqu'à ce que j'arbitre, jusqu'à ce que je commence à catcher. Ouais. Même après avoir commencé à catcher. Déjà, tu m'avais catché avec Phoenix, on avait fait quand même un très bon match à Adrenaline, je m'en souviens. Oui. Et tu avais géré en fait, là-dessus du Warbeat. Mais même après avoir commencé à catcher, lors de Japan Expo 2007, il y avait un Shima Dragon Kid, où Booster m'avait dit bon, je sais que tu as débuté, mais il faut que tu fasses ce match parce que j'ai pas de bon arbitre sous la main. Mais j'avais arbitré. Attends, il y avait Rikio, Morishima, Sigura, des gros noms Jody Fleisch, Johnny Storm, comme tu disais. Qui d'autres, quels autres Jap il y avait eu? Enfin, quand même des big names niveau mondial. Et en fait, tu te rends compte, comment dirais-je, que le catch c'est extrêmement simple, quoi. Et c'est uniquement quand tu es avec des internationaux. Ça aussi, les 3 plus gros noms que j'ai catchés, c'était Roderick Strong. Ouais. You Gotta Protect Yourself, Kid. Yeah. Ça, je m'en souviens, ça m'a jamais quitté. Chaque fois que je le vois, je repense à ça. Ouais. Roderick Strong en novembre 2007, genre 6e match. Les plus gros, tu commences par lui, mais tu vas en ordre ascendant, parce que tu as quand même catché. Chronologique. D'accord, ok. En juillet 2008, Japan Expo, j'ai catché Daniel Bryan. Bel esprit. Une fois 1 contre 1, une fois avec toi en équipe. Ouais. D'ailleurs, j'étais un peu jaloux quand même, parce que tu bosses avec Daniel Bryan et moi Chad Collier, mais ça va, c'est pas grave. Je comprends. Après, j'ai fait équipe avec lui. Bon, t'étais heal, ton problème. Oui, mais bon, quand même, tu aurais pu le faire face, on s'en fout. C'est pas moi qui book. Ouais, je sais. Et Sekimoto, Japan Expo 2013. C'est qui? Moto. D'accord. Dans son garage? Ouais. Roderick Strong, c'était pas du tout une promenade dans le parc, parce que je lui ai dit doucement, c'est mon 6e match. Le mec, il a quand même voulu faire un match Ring of Honor. Ouais, et coup de pied dans la gueule. Coup de pied dans la gueule. Ah mec, il faudrait quand même que tu apprennes à te protéger. Okay. C'est du catch. Voilà. Par contre, c'est ça, catch. Daniel Bryan et Sekimoto, ouais. Avant les matchs, je m'étais dit, putain, Daniel Bryan, quoi. Je vais mourir, quoi, parce que je regardais tous ces matchs Ring of Honor, etc. Je regardais, le mec faisait des belly to back. Techniquement, c'était American Dragon, c'était pas Daniel Bryan. Oui, non mais je regardais les matchs Ring of Honor, je me dis, putain, s'il fait ça avec moi, je vais mourir, je finis l'hosto. Ouais, Dragon souplex et compagnie. Ouais. Et après le match 1 contre 1, parce que le tag match, bon, c'est très différent, etc. Mais le 1 contre 1, je m'étais dit, putain, comme c'est facile quand le mec d'en face, il est fabuleux. Et... T'as jamais ressenti ça en catchant avec moi? Avec toi c'était facile, mais je veux dire c'est pas Daniel Bryan. Le mec il parle Roderick Strong, Daniel Bryan, Sekimoto, il a quand même catché avec un mec qui a fait NXT TakeOver. Ouais. Je ramène à chaque fois quand même. Ouais, mais tu sais, etc. La vie, ça va, ça vient. Ouais. Et après le match, il m'avait dit franchement très bien. Bon, à mon niveau, c'était truc, ça faisait 1 an que je catchais. Il m'a dit bon très bien pour 1 an de catch. Le seul truc, c'est en tant que babyface, et ça j'ai jamais réussi à l'aboutir. C'est pour ça que j'ai jamais été un bon face, je pense, mais plutôt un bon heel. Ouais, c'était quoi? Il m'a dit. Plus de fire? Oui, pour le comeback. Oui, facile. C'est logique. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais il m'a dit sinon, ça va. Et pareil, Sekimoto. Bon, le mec de la Big Japan. Mais Sekimoto. Oui. Arrête de poser la question. Ouais, ok. Genre le gars, tu le vois, bon, il éternue, tu sais que tu changes de pièce, tu vois, un truc comme ça. En plus, il s'était acheté du. Je trouverai une photo parce que je vois pas du tout qui c'est. En fait. Tu vois pas qui c'est? Vue, je vois. Mais c'est un putain de tank, quoi. Le mec, il fait. Ouais. C'est genre. Quelle promotion? Big Japan. Bon, il a fait aussi un peu d'All Japan, de trucs, mais Daisuke Sekimoto. Daisuke, ok. Bon, je l'ai fait cet été, c'est-à-dire j'ai croqué dans des saucissons, des trucs comme ça, parce que j'adorais, tu vois. Ça me faisait chier de les couper, donc j'ai croqué dedans. Daisuke?
Mais à l'époque, non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Oh, c'est parce qu'à l'époque, dans les Oui, vestiaires, d'accord, oui. le mec, tout d'un coup, il fait bon, j'ai faim. Ouais. Il cherche dans son sac, il sort un saucisson comme ça, il le mange comme un Snickers pendant qu'il prépare le Oui, match. d'accord, ouais. Mais genre Et un gros, quoi. Enfin, un bâton de berger normal. Non, Et épaisseur. un gros saucisson de 30 cm, quoi. Et épaisseur comment? C'était pas le bâton de berger, parce que le bâton de berger, c'est comme ça. Un vrai saucisson artisanal, quoi. Qu'il avait acheté avant. On prépare le match et il mange ça comme un Snickers. Ouais. Je dis putain, le mec, ok. Et pareil, après le match, je m'étais dit, mais je l'ai même pas vu passer. Ouais. Et après, il m'a fait Yo, very good. You big, you go to Japan. Bah, t'es pas allé? Bah, j'étais pas big. Ah ouais, d'accord. You, si tu deviens big. You, very good, very good. You big, you go to Japan. Bel esprit. Ouais, Et donc là, je me suis dit, bon, c'est cool, c'est qu'une question de poids. Mais, Et quelle année c'était? 2013. D'accord, ok. Ouais, bon, c'est déjà une époque où tu commençais à, je sais pas, peut-être à ralentir ou quoi, mais en tout Non, cas, non, pas encore. Non, c'était pas- ça allait un Ouais. petit peu. Mais là, niveau boulot, j'avais des contraintes qui faisaient que j'avais pas pu trop m'entraîner. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans les big names, j'ai quand même vu une distinction entre des mecs genre Daniel Bryan ou Sekimoto, où c'était, comme ils disent dans l'anglais, une balade dans le parc, quoi. Ouais, Où ouais. le match s'est déroulé tel qu'on l'avait prévu. Oui, et puis, Mais après le match, je me suis rendu compte que c'est jamais moi qui étais à l'initiative de quoi que ce soit, ouais, même ça, quand c'est moi mec, qui le faisais. Le mec, il te met en position, oui, c'est ça, et puis voilà, c'est ça. Fabuleux. Alors que Roderick Strong, C'était différent. C'était différent. Ouais. Et même dans le match, je me souviens avoir appelé des trucs avec lui. Ouais. Tu vois. Attends, c'est lui ou qu'est-ce qui était différent? Tu dis appeler les trucs, je sais pas. Bah, on a fait notre match, Ouais. mais il était extrêmement compliqué à gérer pour moi parce que je devais gérer ma partie. D'accord. Et que lui gérait la sienne. Alors que Daniel Bryan, au bout de 12 minutes, en fait, le mec, il a tout fait. Ouais, c'est vrai, je vois. Oui, vois c'est ça, oui, d'accord, il a pas pris de Et risque. ça, tu te rends pas compte sur le moment parce que sur le moment, tu suis la trame de ce que tu as prévu. Donc tu te rends pas compte, mais après, je suis tout seul. quand tu débriefes un petit peu sur ce que tu as fait et qu'est-ce qu'a fait l'autre, tu te rends compte que c'est l'autre qui a tout fait. Ouais. Et donc, sur les trois plus gros noms, bah, c'est vrai qu'il y a une réelle distinction en termes d'approche et, je veux pas dire de talent, parce que Roderick Strong, il est quand même un NXT, etc. Ouais, maintenant, oui. Mais avec lui, c'était extrêmement difficile parce qu'il faisait son truc En fait, en supposant que ouais. moi, je devais faire ma partie. Je vais être méchant, enfin c'est pas méchant, mais je vais dire qu'en fait, dans un sens, il était un peu dans le business for himself. Il n'a pas vraiment bossé pour le match. Oui, mais Parce que quand tu bosses pour le match, tu t'assures quand même que. Alors, ce qui est étonnant, surtout en plus, si tu avais moins d'expérience, quoi, tu vois. Bah, c'était mon 6e match, quoi. Bah, c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'il veuille Mordicus faire un match Ring of Honor à Saint-Avold, quoi. Ouais. Contre Yann Colby, Et contre 6e un match. mec, Je veux dire, c'est ça, ouais. Bon, après, bon, c'est chacun son truc. Bon, non, mais à la limite, pour un mec indie, tu te dis, c'est l'occasion en or ouais. de faire un bon match Et tranquille. en faisant voilà. 20% de ce que je fais à la Ring of Honor. Exactement, tranquille. Bon, après, c'est comme ça. Quoi. C'est comme une fois, j'avais catché en Belgique, Ouais. avec j'étais en équipe avec Nitro, tu l'as Yes. peut-être déjà vu. Le Mexicain. Non. Ah non, Nitro, le mon hongrois. partenaire Ouais, hongrois, ouais, oui, je l'avais rencontré chez David. ouais, contre Kid Lux et je crois que c'est Angel Fire, Ok. peut-être. Kid Lux, Kid Lux. j'avais entendu. Kid Lux. Je sais pas, bon, vas-y. Ouais. Et c'était un show de famille, genre 100-120 personnes. Ouais. Et donc on fait notre match, etc. Alors déjà, pendant qu'on monte le match, le mec il fait un truc pour Farn Hardcore et je dis, mec, ils sont 100 personnes dans la foule. Ouais. C'est pas que j'ai pas envie de bosser, C'est c'est que ça va pas oui, mousser avec voilà. eux. Il faut Oui. qu'on fasse des blagues, qu'on fasse des machins. C'est ça, surtout quand il y a que 100 personnes, tu peux vraiment parler à la foule. Quoi. Et le show commence, et là je me rends compte que sur les 120 personnes, il y a genre un tiers d'enfants, parce que c'est genre un enfant avec Ouais. les parents. Ouais. Genre vraiment public d'enfants, comme j'ai jamais eu. Ouais. Et au moment où je vais vers Kid Lux en disant, mec, on oublie tout le match. Ouais, On fais fait du de l'impro basique. et on fait un match d'impro à la Lens, enfin que tu aurais pu faire chez Landstorm et on fait mousser avec la foule, tu vois. Ouais. Et au même moment, il vient vers moi, il me fait, mec, j'ai réfléchi, il y a pas assez de trucs. J'ai dit, mais gars, franchement. On s'en fout, enfin, on s'en fout. Et ça m'étonne que des gars qui ont un niveau ou en tout cas une expérience Ouais. plus grande que la mienne à ce moment-là ne Ouais. se disent pas comme moi je me serais Bon, dit. Alors, attention, il catch depuis combien de temps Kid Lux à cette époque? je sais pas, bon peut-être autant que moi, j'en sais rien. Mais comme il était hollandais, il avait vu passer plus de monde sur les shows. Ouais, je vois. Mais après ça, par exemple, ça m'était confirmé par Brian Kendrick et Paul London. Ouais. J'ai discuté avec eux, j'étais sur un show. Ouais. Tu vois, moi, je partage souvent mon ressenti pour voir ce que ça inspire chez un mec qui est plus expérimenté que moi, sans jugement, sans rien, pour qu'il me dise non, tu te trompes parce que, ou alors oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est le but d'une discussion. Voilà, exactement. Et donc Paul London et Brian Kendrick, on a eu plein de discussions comme ça, et au moins C'était où ça? en Hollande aussi. D'accord. Ouais. Sur juste un show comme ça. Ouais. Ouais. Pro Wrestling Hollande, la fête de Mais attends, Tenko. je comprends pas.
C'est en Hollande, et pourquoi London alors? Ah oui, ok. Et donc, tu vois, un Kid Lux qui voit passer plus de monde, qui travaille avec Oui, des je vois, Tomiens je vois, tous les je vois. week-ends Bon, dans ça le va, coin ça là-bas, va, pas oui. du tout quel est mon truc. Ouais. Ne serait-ce que pour te soulager physiquement, tu te dis pas, bon, on va profiter du fait que ce soir, Oui, mais il y a un public de famille avec plein voilà. d'enfants pour faire doucement, Là-dessus, deux choses. s'amuser Ouais, un peu mais plus. Deux choses, et tu vois, c'est Et, par rapport. et voilà quoi. Deux choses par rapport à la mentalité catch, tu vois. Après, je Ouais. sais pas si toi tu l'as perçu comme ça, et peut-être le fait que je te le dise, ça va te dire ah oui, d'accord, ou pas du tout. Mhm. Mais si tu me dis que Kid Lux est hollandais, ça Mhm. se passait en Belgique, et Ouais. par rapport à l'histoire de Roderick Strong qui est américain et ça se passait en France. Bon, Belgique. Oui, mais est-ce que c'est une promotion pour laquelle il bossait souvent? Oui et non. Enfin, c'est. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, quand tu vois, même si tu sais que tu as un petit public, un public pépère, Ouais. enfin, moi plus maintenant, moi avec mon expérience, ça va, c'est différent maintenant, mais je sais que dans ma jeunesse, par exemple, je suis booké dans un autre pays ou dans une promotion où je bosse pas souvent et qu'il y a un public, même s'il y a que 100 personnes, je vais quand même vouloir me sortir les doigts pour montrer au promoteur, s'il te plaît, ramène-moi la prochaine fois. Oui, mais peut-être que le promoteur, il va se dire. Non, mais ça d'accord, mais quand t'es jeune, tu le comprends pas ça. Tu te dis. Oui, mais Kid Lux, c'était en Ouais, mais tu 2014-2015. Kid Lux, ça n'avait pas commencé en 2012. Quoi. D'accord, ok. Ouais, voilà, bah, d'accord dans ces cas-là. Mais moi, je sais que voilà, quand t'es jeune, quand même, tu as une partie de toi qui culpabilise, te dire bon mince, je bosse à l'étranger ou quoi. Si je me casse pas trop les doigts, je veux pas que le promoteur me dise juste c'est un glandeur, je ramène pas, tu vois. Je précise quand même, je shoote pas sur le manque Oui, de talent ou l'incompréhension non, de tel non, ou tel c'est mec bon, quand je donne des noms. ouais, C'est simplement, c'est ça. je m'étonne que quand des mecs sont, Ouais. je pense dans ma tête, sur le papier, meilleurs ou plus C'est expérimentés que étonnant moi, de voir leur réaction. je me dis, c'est l'occasion rêvée d'être tranquille. C'est ça. Par exemple, Joe Legend, quand il y a des shows de famille, Ouais. c'est le premier à dire, bah mec, ce soir, tranquille. Oh, Et puis, attention, même si quand même, attention, tu sais, alors oui, alors là par contre, oui, non, mais attention, j'adore Joe, hein, j'ai été au Japon avec lui. non, je parle en quantité Non, de non, choses que alors tu non, veux mettre là, dans ton par contre, machin. non, avec Joe, Ah ouais j'ai pas eu cette expérience. Enfin, Ah ouais. je l'ai, t'étais là ou pas quand j'avais fait mon match à la ICW avec lui? Mon avant-dernier match, c'était juillet 2008. Et après, le dernier, c'était avec toi. C'était où? C'était Bruet sur Esco. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est le match qui m'a valu d'aller à la WS parce que je crois que la WS avait envoyé entre guillemets des espions. Et quand ils m'ont vu catcher contre Joe, ils m'ont fait bon, celui-là, il me le faut à tout prix. C'est White Storm qui me l'avait dit après coup. Mais c'est le main event. J'étais Joe Legend et moi. Et franchement, très très bon match. On avait fait quand même beaucoup. Mais c'était une grosse foule. Il y avait au moins 400-500 personnes. C'était juillet 2008. Et après, je pense que tu étais là parce qu'après, moi, on avait fait. C'était août. pas dans le centre de la France? Non, c'était dans le Ah, nord. C'était dans ok. le nord, c'est sûr. C'est un bâtiment, il y avait des briques sur les murs. Ok. Donc déjà c'est le nord, et puis je sais que c'est dans le nord. Mais je suis quasiment sûr que toi tu étais sur le show. Et enfin, ouais, donc par contre, tu vois, j'ai revu Joe lors d'un match en Belgique en novembre 2016. Ouais. Voilà, c'est exactement le même truc. Bon, attention, avec Joe, on bossait bien, tu vois, mais par exemple, tu vois, des trucs où il y avait 120 personnes dans la foule, 150 peut-être, et ben putain, les nombres de chutes qu'ils voulaient me faire prendre. Alors moi, par respect, j'ai dit oui, tu vois, mais franchement, il y avait le tiers des chutes qu'il me faisait prendre en tant que heel, c'était pas nécessaire, tu vois. Après, de son point de vue, il s'en fout, il est face. Intéressant. De son point de vue, il est face, il s'en fout. Tu vois, mais je veux dire, par exemple, des trucs, tu sais, dans les faux finish, il met une corde à linge, il me dit, allez, je t'en mets une de la deuxième, et après je t'en mets une de la troisième. Mais moi, une directe de la troisième au lieu de me faire les deux premières, tu vois. Bon, enfin bref. Voilà, des trucs comme ça. Tu as fini ton anecdote parce qu'après, moi, j'ai une question. Oui, vas-y, pose-la. Voilà, non, mais justement, parce qu'en fait, ça me permet de faire la transition. Donc, parce que voilà, donc en fait, là, tu as commencé donc à présenter en 2016. Maintenant, question, depuis quand tu as ta chaîne Raw? Planète Raw depuis. Juste la date, s'il te plaît. Plus ou moins. Juin 2017. Exactement. Donc voilà. Donc maintenant, on va arriver à cette partie qui quand même m'intéresse beaucoup. Les 2 prochaines heures. Non, je pense moins longtemps parce qu'après, voilà, on parle quand même depuis pas mal de temps. Mais écoute. J'écoute. Écoute-moi bien. Attentivement. Je suis activement actif dans l'écoute. Comment tu pourrais présenter cette chaîne Planet Raw dans tes propres termes, en quelques phrases, quoi. Décryptage essentiellement filmé sur le terrain des mystères et beautés du monde et des vestiges archéologiques antiques. Parfaitement expliqué. D'où ça t'est venu? Quand tu as décidé de le faire, d'où ça vient cette passion? Le déclic, c'était quand je suis allé en Égypte en novembre 2015. Intéressant. Donc, peu avant ta blessure. Pendant la blessure, ouais. Pendant ta Alors, blessure. intéressant aussi, la première fois que je suis tombé sur un truc, c'était à Prague en 2007. Au tout début de YouTube. Bien sûr. Et c'était quoi? Parce que je mettrai des photos. C'était un reportage. Ah oui, donc je crois que c'était plus ou moins la version reportage du livre qui s'appelle Le message du Sphinx.
écrit par Robert Bauval et Graham Hancock. J'ai vu, j'ai pas lu ce livre, mais je les connais excessivement bien. Robert Bauval, c'est lui qui est responsable de la. Merde, attends, ne me dis pas la Orion Correlation. Ouais, c'est ça. Ce qui est le. Bon, je vais le dire, il faut au moins que je fasse genre, je m'y connais. Mais j'en ai parlé dans le L'Esprit Chaud de toute façon, en plus, par rapport aux ovnis. Et bref, c'est lui. C'est un chercheur, ce mec, ou c'est un documentaire? Un mec qui fait des documentaires? Disons que c'est un chercheur indépendant, entre Ouais, guillemets, un peu c'est comme moi, mais en plus péchu. Oui, voilà, qui a et fait des plus trucs ancien, pour parce qu'il a fait ça depuis 30-40 ans. Et qui a fait des trucs pour la télé, tout ça, machin. Voilà. Bref, et en fait, c'est cet homme-là, Robert Bauval, donc, qui a découvert que tout simplement les pyramides du plateau de Gizeh sont alignées avec les 3 étoiles centrales de la ceinture d'Orion. La ceinture d'Orion. C'est ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Voilà, de la constellation d'Orion, c'est ça. Voilà. Et d'Orion, c'est donc t'as 7 étoiles, voilà, 2 comme ça, archer, et la ceinture d'Orion. Ça forme un archer, je crois, ou un mec avec une lance, non? Alors le grand truc, oui, mais les étoiles qu'on représente, c'est la ceinture. C'est 2, et au milieu 3. 3, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle la ceinture d'Orion, effectivement. Et la ceinture de l'archer, quoi, en fait. Et ça reproduit exactement l'alignement des 3 pyramides de Gizeh. Des 9, parce qu'il y a 9 pyramides à Gizeh. On n'en parle jamais. Très intéressant, tu vois, c'est très intéressant. Et aussi les 3 pyramides qu'il y a au Mexique. Teotihuacan, effectivement. Bref, donc voilà, donc en fait, tu étais tombé sur ce reportage. Voilà, et je me suis dit, tiens, c'est quand même chelou. Mais ça, c'était en 2007. Ouais. Donc voilà, ça restait un peu. Excuse-moi, très rapide, c'est énorme parce que tu vois, moi, cet intérêt exact était exactement la même chose, mais moi, avec le documentaire français du mystère des pyramides que j'avais dû. Révélation des pyramides. Ouais, la révélation des pyramides que j'avais dû voir, franchement, je sais pas. Fin 2012, début 2013. Ouais, mais moi, j'avais dû le voir en 2015-2016 et ça m'était resté dans la tête. Ouais. Tu vois, putain, c'est vrai, c'est chelou quand même au final. Et en fait, après un beau jour, il y a eu le déclic et depuis, c'est l'avalanche de recherches et de données qui arrivent. Ouais, donc en 2007, tu tombes là-dessus, tu le mets dans un coin de ta tête. Oui, 2012, fin 2011, je déménage à Budapest. Vers fin 2012, je suis au chômage, à partir de novembre 2012. Ouais. Alors en Hongrie, on n'est pas comme en France, bien logé. Quand tu es au chômage, tu es au chômage. Hongrie, donc c'est entre le blanc et le noir. Voilà, c'est ça. Quand tu es au chômage, tu n'as pas de thune. Donc soit tu bosses pas sans argent, soit tu bosses. Voilà. T'as pas, le système ne t'entretient pas, même si tu as travaillé et contribué auparavant. Si, tu as un tout petit peu, genre 300 balles pendant 4 mois, un truc comme ça. Enfin, mais moi, comme j'avais un statut français, de toute façon, j'étais pas éligible. Bref, peu importe, c'est pas la question. Donc j'avais beaucoup de temps et je commence à me dire, tiens, je me souviens quand même de ce truc, regardons un petit peu. Ouais. Et là, je commence à regarder beaucoup de contenu à ce sujet. Alternatif, j'imagine. Ouais, alternatif. Enfin, même pas forcément. D'accord. Parce qu'à la base, c'est j'ai envie de me renseigner. Ouais, mais au bout d'un moment, avec les algorithmes et les trucs et les machins. YouTube, livre ou juste YouTube? Que Internet pour le moment. D'accord. Articles et YouTube. Ouais. Les livres, c'est venu en 2015-2016. D'accord, ouais. Et donc j'ai vu beaucoup de choses. Et alors, excuse-moi, juste sur l'Égypte là? Essentiellement l'Égypte. Ouais, Pyramide d'Égypte, ouais, d'accord. Donc ça, c'est fin 2012. Alors pendant toutes ces années où j'avais un truc dans le coin de la tête. Ouais. De temps en temps, quand même, tu sais, des fois ça te prend, tous les 3 mois, tu passes quelques heures à lire des trucs. Voilà. Donc pendant ces 5 années, j'avais quand même lu plein de trucs, que ensuite, de manière beaucoup plus active, j'avais relu, re-regardé et compagnie. Et effectivement, début 2013, un truc comme ça, je tombe sur la révélation des pyramides et aussi. Donc, et avant de tomber sur ce film, moi j'avais fait mon petit dossier sur l'ordi avec des textes et plein de trucs sur tous les sujets pour essayer de voir comment ils pouvaient s'articuler les uns avec les autres. Et quand j'ai vu la révélation des pyramides, je me suis dit, ah mais en fait, putain... C'est celui dont moi je t'ai parlé, En français aussi, il y a des mecs qui parlent de... Parce que jusqu'à présent, je disais que en anglais. Ouais, normal, Et en fait, c'est là que je découvre qu'il y a tout un pan francophone du truc. Je me suis pas mis sur des pages Facebook ou autre, c'était juste... Au niveau francophone, il y avait toujours que la révélation des pyramides qui restait de côté. Oui. Juste le documentaire. Oui. Après, c'était pas une chaîne YouTube ou qui s'appelait comme ça. Je continuais mes lectures et mes recherches en anglais. Et puis, alors je cherche... après, Égypte, novembre 2015 en fait. Décembre 2015. Par plaisir, curiosité ou comment ça s'est passé? Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille voir, quoi. Par rapport à tout ce que tu avais lu à ce sujet. Ouais. D'accord, ok. En personne? Ouais. Et tout seul? Avec mon épouse, en sac à dos. D'accord, ok. Ouais. Combien de temps? 2 semaines. Ah, carrément, donc pas juste Gizeh, quoi. Non, tout. D'accord. Gizeh à Swan Luxor. Bel esprit. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, putain, il faut quand même qu'il y ait plus de gens qui soient au courant, quoi. Oui, qu'il y a d'autres choses à trouver, à penser, à savoir. Et oui, voilà, d'accord. J'allais dire que c'est des pharaons qui ont construit ça, mais oui et non. Ouais.
Alors après, j'avais commencé plus ou moins une page Facebook. Je m'en souviens. Je faisais français-anglais, j'ai vu que ça prenait plus en français parce que j'étais un des premiers. Yes. Donc après, j'ai switché, j'ai fait quasiment que du français. J'étais invité sur quelques émissions internet et autres. Ouais. Mais que par rapport à ta page Facebook, tu n'avais pas encore ta page J'avais pas encore la chaîne. Et ça, c'était quand tu m'as dit donc, 2016, sur l'année 2016. Okay, ouais. Fin 2016, début 2017, je crée ma boîte de voyage. Ouais, d'accord. Donc là, je me dis, allez, carrefour de vie de nouveau, je me fous en danger, je crée ma boîte, on verra ce que ça donne. Raison, il faut des couilles dans la vie. Voilà, et puis... Comme quoi, dans la vie, des fois, il faut se lancer, et puis voilà, et il va vous dire où il en est aujourd'hui, et très bel esprit. Et en 2017, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Premier voyage, j'imagine, en Égypte, non? Alors, premier voyage, septembre 2016, ensuite janvier, avril 2017. Non, mais premier voyage que tu organises. Oui. Ah, donc tu avais déjà fait ta boîte en septembre, ok. Non, mais c'était 6 personnes, donc c'était pas, ça rentre pas sous le coup de l'illégalité ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Et puis, elle a été créée le 7 janvier 2017. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, c'est que vers. Parce que depuis, tu t'es diversifié, quoi. Oui. Juin 2017, je me suis dit, putain, mais en fait, si je faisais un peu des vidéos sur Internet, ça pourrait ramener du monde. Exact, d'accord. Voilà. Et puis aussi, ça permet, d'une certaine manière, je finis juste. Vas-y. Quand tu fais les vidéos, ouais. Tu es obligé de faire la recherche pour faire la vidéo. Exactement. Donc c'est aussi une manière active de continuer à faire tes recherches et tes sujet, lectures. voilà, c'est devenir techniquement, gentiment, j'allais dire un expert. Parce que moi je parle souvent que les experts, c'est les mecs qui, dans ce cas-là, sont sur place, mais également font les recherches, connaissances et expérience. Bon, bien évidemment, t'as jamais construit de pyramide, mais quand même, t'as déjà, on avait parlé par rapport notamment au film 2K, je sais pas quoi, 2K 2019, que en étant sur place, tu peux vraiment voir sur place comment c'est, comme moi d'ailleurs quand je suis allé en Égypte en novembre dernier. Mais juste pour te dire, donc en fait, quand tu es en juin 2017, donc tu commences à te dire, bon mince, il faudrait que je fasse des chaînes, est-ce que tu avais déjà beaucoup de contenu vidéo? Non, zéro. Rien du tout. Bon, j'avais peut-être relayé des trucs. Qui étaient d'autres. De toi-même, t'avais rien. Il n'y a aucune création. Donc en fait, c'est récent, quoi. Ça fait quoi? Allez, 3 ans? 3 ans, ouais. 3 ans. 3 ans. Oui, l'expérience terrain. Vas-y. Ne te permet pas forcément de comprendre parce que il faut les recherches derrière. Les gens, les gens qui viennent sur place ne se rendent pas repartent d'Égypte avec beaucoup plus de questions qu'ils n'avaient en venant. S'ils réfléchissent. Parce que le truc, c'est que moi, je me vois tu vois, moi, c'est tout récent. Je regarde, j'ai 36 ans. Mais franchement, si tu me demandes depuis combien de temps je m'intéresse vraiment en profondeur à ça, c'est maximum, 3 ans, on va dire. Mais tu vois, le truc, c'est que d'un point de vue, comme je le dis de façon souvent, mais après, en fait, c'est de la pure logique. C'est de la pure logique. Ne serait-ce que, tu vois, ce temple qui est à côté du Sphinx, ok? Tu vois très bien les roches qui sont imbriquées les unes dans les autres. Genre, mais en fait, t'as la jointure, ça descend, ça fait même pas du Lego, parce que les Lego, c'est carré. Là, c'est des trucs, c'est comme les pièces d'un puzzle, mais avec des blocs de granit qui pèsent des centaines pas des centaines, mais des dizaines de tonnes. Bon bref, tout ça pour dire, tu regardes ça d'un point de vue logique, mais d'un mec logique qui se pose des questions. Tu te dis, mais bordel de merde, comment tu fais pour construire ça? Déjà que pour construire un immeuble normal tout pourri, tu as besoin d'une grue. Mais alors pour construire un truc comme ça, qui soi-disant a été construit il y a des, je sais pas, ne serait-ce que 2000 ans, 2000, 3000 ans, ils n'avaient pas de grue à l'époque. Ils n'avaient que du bois et du métal, mais le métal, c'est du métal pourri qu'ils fondaient eux-mêmes, si on écoute la version mainstream. Donc, en fait, ils ne fondaient pas encore, c'était du cuivre. Bon, voilà, encore. Et le cuivre, c'est un truc très malléable. On ne peut pas bosser la pierre avec le cuivre. Bref, ça dépend quelle pierre. Oui, mais bon, c'est un truc que tu frappes fort, ça s'abîme. Soyons précis. Exactement, mais c'est lui. Voilà, c'est lui l'expert. Bon, je m'en fous, je suis le bel esprit. Hein, je parle à l'ancienne. Yo, shoot à l'ancienne. Et je vois 5 t-shirts là comme ça. Bon, bref. Mais tout ça pour dire, quand t'es juste un touriste qui réfléchit pas trop, qui vient voir, en fait, tu passes devant le mur, tu fais même pas gaffe. Oui, bien sûr. C'est aussi le but que j'encadre tous les voyages, que les gens, leur fassent rencontrer. Je les emmène voir des trucs que même les guides locaux, et c'est pas pour dire ah moi je sais mieux, c'est juste que les guides locaux travaillent uniquement avec Fram, Nouvelles Frontières, machin truc. Donc quand ils vont à Gizeh, ils vont devant la grande pyramide, oh putain c'est grand, ils vont devant le Sphinx, un petit bisou, hop, on doit aller au musée. C'est pour ça qu'il me tarde, en novembre, de venir avec toi en Égypte. Normalement, si d'ici là c'est pas la fin du monde, je parle pour moi en tout cas, s'il rebloque pas tout, je ne le souhaite pas non plus, mais franchement, voilà, parce que donc tu organises, comme tu as dit, des voyages. Et oui, voyage. Égypte, Pérou pour l'archéologie et les mystères archéologiques. Sauf l'ayahuasca, mais ça c'est pas archéologique. Oui, et puis en groupe c'est compliqué. Bali pour le bien-être et la découverte gastronomique. Balo. Le Cambodge, une année sur 2 pour toujours de l'archéologie. Et l'Islande pour la nature. Et tu as quelques projets, mais tu veux pas en parler. D'autres pays. L'Inde, mais 2022-2023, je pense. Ouais. Et parce qu'en Inde, il y a des gros trucs là-bas, c'est énorme. Mais ce que je voulais dire avant, c'est que même si tu n'arrives pas à comprendre, quand tu es allé sur le site, et avant, on ne mentionnera pas le nom du film dont tu parlais. Voilà. Mais quand tu vas sur place,
au moins tu comprends ce qui n'est pas possible. Tu as pas la clé du mystère, mais tu comprends qu'il y a des trucs qu'on croit savoir ou qu'on t'a dit qui ne sont pas possibles. Oui, voilà, d'accord, oui, c'est ça. En fait, tu comprends que, gentiment, bon, je vais pas dire ça, mais moi je le dis, en tout cas, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis, que la version officielle, souvent, c'est pas possible, en fait. Alors, pas souvent, en fait. Je veux dire, à 90%, c'est OK. D'accord. Le seul truc, c'est que dans l'ensemble de la chronologie égyptienne, qui va des premières dynasties, donc avec Narmer en moins 3200, jusqu'à moins 30, qui est la fin de la 30e dynastie de l'époque ptolémaïque, qui va de moins 332 à moins 30, où c'était l'époque des Gréco-Romains qui étaient là-bas. Donc sur plus de 3000 ans d'histoire, la chronologie, on arrive à la reconstituer de manière assez fidèle et cohérente. À travers quoi? Des écrits, les écrits, les écrits, voilà, on va dire les écrits. Mais ce qui intéresse le plus les gens, c'est les pyramides. Oui. Finalement, les pyramides, c'est Snéfrou, le père de Khéops, le père de Képhren, le père de Mykérinos. Quand tu dis les pyramides, c'est les 3 de Gizeh ou c'est les pyramides en général? Les 3 de Gizeh et les 2 de Dachour. Pyramide rouge, pyramide rhomboïdale. Ouais, c'est celle qui est... Tu me diras si tu veux des photos en bonne qualité. De toute façon, après, sur Internet, je trouve. Donc, et en fait, ce qui constitue l'essentiel des mystères liés aux pyramides et à l'Égypte, c'est les pyramides, qui finalement, en termes de... Sur toute cette chronologie de 3200 ans, c'est à peine une centaine d'années. Ouais, donc, en termes de chronologie, c'est ce qui est complètement HS, on peut dire, pour faire un trait un peu comme grossier, c'est extrêmement court par rapport à l'ensemble de la chronologie égyptienne. Mais dans ces 100 ans ou 150 ans, il y a quand même l'essentiel de ce qu'on ne comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça. Mais alors, par contre, tu dis dans ces 150 ans, c'est par rapport à quoi? Parce que on a réussi à dater exactement que les pyramides ont été construites dans ces eaux-là, ou c'est que tu as papier? Non, quand je m'en remets à la chronologie officielle. D'accord. Voilà. Oui, voilà, d'accord. Ouais, ok. D'accord. Juste le postulat de base. Et là-dedans, bon, moi je te mets dans le hot site, voilà, mais le Sphinx, tu le mets où? Le Sphinx. Parce qu'on parle de Beauval, mais je pense que tu es familier aussi avec. Alors, c'est Alexander, comment il s'appelle? John Alexander, j'oublie son nom. John Anthony West? Ouais, John Anthony West, voilà, c'est ça. Que lui, quand même. Ah, il est, d'accord, décédé. 2018. C'est sur Gaïa, j'ai vu beaucoup de son boulot aussi. Dans Disclosure, qui est pas mal d'ailleurs sur Gaïa. Ouais, donc lui, il a, avec son travail, notamment avec un pote géologiste, qui a quand même prouvé, Robert Schoch. Voilà, ça, le nom, je l'avais pas de son pote, mais j'oublie toujours son nom, c'est John Anthony West. John Anthony West. Pourquoi je dis Alexander? Voilà, John Anthony West, qui a quand même, tu dirais prouvé ou apporté pas prouvé, mais en tout cas géologiquement. Et alors, c'est pas lui, hein, c'est pas lui. Non, mais lui, c'est son pote là, en fait, le géologiste. C'est pas lui non plus. Ah, le premier qui en parle, c'est Robert Schwaller de Lubitz. Donc, en fait, déjà, de quoi on parle? Oui, de quoi on parle? On parle du fait que... le Sphinx a été creusé à même la roche. Oui. Voilà. Oui, ok. Que, deux choses, Ils ont fait une cuve autour. Le corps du Sphinx est beaucoup plus érodé que sa tête, alors que son corps a toujours été ensablé. Parce que même à l'époque de Thoutmôsis III, par exemple, la stèle du rêve de Thoutmôsis, dans son rêve, il dit... Le Sphinx m'a parlé dans mon rêve, à la limite on s'en fout, il dit désensable-moi. Ce qui veut dire que même à l'époque des pharaons, le Sphinx était ensablé. C'est pas. Enfin, moi je vous dis, j'en ai presque des frissons parce que je trouve ça passionnant ce genre de truc. Non, mais ce genre de truc c'est passionnant. Enfin, bon, après, voilà, moi je sais que encore une fois sur la chaîne je parle beaucoup de ça. Et tu veux que je te dise aucun rapport? Mais ça me fait délirer parce que je te jure, dès que tu m'as parlé de ça, ta voix elle change. Elle change dans le sens que tu prends la voix de Planète Raw et tu as un côté beaucoup plus pédagogique qui est pas du tout le ton passionné de quand tu m'as parlé du catch. Ou c'est plus genre wesh, enfin pas wesh, tu vois, mais comme ça. Ça me fait délirer parce que tu vois, j'écoute et en fait je retrouve ta voix qui est ta voix pédagogique de tes vidéos Raw, alors que quand tu parles de catch, c'est beaucoup plus non mais voilà, tu vois. Bon, enfin voilà. Donc c'est Thoutmôsis qui dans son rêve. Donc tout ça pour dire que même à l'époque des vrais pharaons sur lesquels on connaît la chronologie. Quelle époque à peu près? Donc Thoutmôsis c'est moins 1800 je crois. Moins 1800. Donc, il y a ou moins 1500, c'est énorme. Donc le Sphinx était ensablé. Pourtant, quand c'est ensablé, ça veut dire que c'est protégé de l'érosion. Et oui, logiquement. Pourtant. Non, mais ça me fait rigoler parce qu'en fait c'est tellement c'est tellement logique que rien que le fait de dire ça et qu'après tu connais, j'ai envie de dire la fin de l'histoire, tu te dis mais en fait c'est un truc de fou. Et la tête qui, soit dit en passant, est beaucoup trop petite par rapport aux proportions du corps, donc elle a été retaillée. Alors elle a été retaillée, qu'elle a été retaillée en autre chose ou retaillée en même chose mais plus petite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, c'était Anubis, c'était Sermet, c'était Tefnut, machin truc, c'était un lion, peu importe. Qui faisait face à la considération du lion il y a 12 800. Mais peut-être que c'était pas un lion. Ça pouvait déjà être une tête de pharaon qui s'est décrépitée et puis ils ont refait un plus petit. Ça, c'est sûr.
Voilà. Mais si c'était il y a 12 000 ans, déjà là, c'était peut-être pas un pharaon. Parce qu'il y en avait peut-être pas il y a 12 000 ans. Peut-être. On sait pas. En tout cas, la tête n'est pas du tout érodée. Donc, on peut déjà remettre en cause la réelle chronologie de... Le corps et la tête, voilà. Voilà, etc. Et sur l'enceinte du sphinx, effectivement, il y a Voilà. des traces aquatiques verticales qui ne peuvent être a priori dues qu'à de la pluie. Sauf qu'avec le... De fortes pluies torrentielles. Pas forcément torrentielles, mais en tout cas... Bon, en fait, de l'érosion de pluie qui beaucoup, coule quand même. beaucoup Voilà. de pluie. En tout cas, suffisamment plus de pluie que le climat actuel. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, donc, encore une fois, le sphinx a été construit à même la roche, mais que pour le construire, ils ont quand même dû construire une cuve autour du sphinx, et que les bords de cette cuve, parce que quand on est allé sur place, et c'est ça, encore une fois, aller sur place, c'est bien de le voir, c'est qu'en fait, le sphinx, bon, il est quand même entouré, je crois, aux deux côtés, c'est un mur, quoi. Il est toujours le mur. Oui, enfin, de côté. Voilà, et De après, côté, t'as un côté où ouais. c'est un peu plus plat. Et voilà, et en fait, donc, le long de ces murs, qui sont donc autour de cette cuve dans laquelle le sphinx a été taillé, et ben donc, voilà, comme tu dis, il y a des traces d'érosion faites par de l'eau. Et que donc Et donc, le fait de voir ça, ça ne te donne pas la réelle datation du sphinx. Mais du moins de la cuve. Enfin, de ce que j'appelle la cuve. Oui, enfin, Voilà. l'ensemble, peu importe, à la limite pour moi. Parce que la question, c'est pas de connaître sa vraie date, c'est de constater que la date que l'on croit connaître n'est pas bonne. Pour sa construction. Voilà. Parce que aujourd'hui, version si officielle, c'est il y a combien de temps 2500 avant Jésus-Christ, sous Képhren. 4500 ans. Donc. Voilà. Parce que si tu veux qu'il y ait de la pluie, même des faibles pluies, mais sur des centaines d'années ou des millénaires, qui causent de tels dommages, voilà, il faut remonter à quand il faut remonter au dernier switch climatique de cette zone qui est à peu 12 près 000 ans, estimé, ouais. non, Plus quand même plus récent, Ah ouais, 10 000 ans entre 5 et 7 000 ans. Carrément Ouais. D'accord, bon, moi la version que j'avais vue, j'avais lu justement, plus ou moins, je crois, fin de l'ère glaciaire, il y a 10-12 000 ans. Oui, mais c'est différent de la désertification du climat à cet endroit. D'accord. C'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Bon, Parce que la fin de l'ère glaciaire, on fait souvent une espèce de parallèle facile avec supposé déluge, changement climatique. changement mondial. climatique, et donc il aurait plu là. Mais Ouais, il aurait très bien pu ne pas pleuvoir et continuer à avoir à cet endroit un climat plutôt tempéré avec Ouais. des précipitations qui devient désertique il y a, on va dire, 7000 ans. 7000 ans, ok, ouais. Mais c'est quand même 5000 ans Donc ça- plus tard. Voilà, mais donc grosso modo, pour Mais faire ça. toujours est-il que ouais. quand tu comprends ça, même si tu ne sais pas quel âge a vraiment le sphinx, tu Tu sais sais qu'il y a 7000 ans, il était déjà techniquement, quoi. voilà, approx. Plus ou moins, voilà. Ouais. Et c'est ça qui est en fait impressionnant. Et donc, c'est pour ça que voilà, franchement, la chaîne Planète Rao, bon, il n'y a pas que des pyramides et des soins, comme tu as mentionné, il y a aussi le Pérou, il y a aussi le Cambodge, ou pareil, il y a c'est ça aussi, par exemple. Bon, le Pérou, on connaît un peu plus, mais je suis sûr que j'entends souvent qu'en Indonésie, en tout cas en Asie, il y a énormément de secrets archéologiques dont on n'a absolument aucune idée, parce qu'ils ne sont pas du tout mainstreamés, si on peut dire. Et notamment, pareil, on parlait la dernière fois dans Inde, il y a ce temple qui est creusé même dans la montagne, c'est un truc complètement de fou, quoi. C'est ça, voilà, c'est passionnant. Et ce que je trouve très bel esprit, c'est ça, c'est que Yo, shoot. shoot bel esprit, c'est que voilà, c'est comme, j'allais dire, toi, t'es quelqu'un de passionné. Déjà, ça se sent dans le travail que tu fais, parce que voilà, ta chaîne quand même a pas mal de succès, tes voyages aussi, j'imagine. Si vous voulez, il faut aussi prendre largement à l'avance, comme moi je l'ai fait, parce que ça se remplit très rapidement, non? Vas-y, si tu veux en parler un peu. Le voyage du mois de novembre est rempli depuis le mois de février. Voilà. Et là, En fait, tu m'as fait une fleur au printemps quand je t'ai contacté. On shoot le 5 octobre et en avril, j'ai déjà 15 personnes. Pour l'Égypte. Pour l'Égypte en Voilà, avril. c'est ça. Donc, franchement, Bon, tous les voyages sont. L'Islande de l'été prochain est complet depuis juillet de L'Islande, c'est cette année. purement beauté naturelle. Ouais, il n'y a que 8 personnes. Envoie-moi des photos de ça, par contre. Je mettrai une ou deux photos de ce que tu prends en Islande. Moi, je les trouverai sur ton. Ouais, non, je t'envoie parce que. Ouais. Ouais, bon, après, voilà, c'est. Voilà. Ouais, non, franchement, bah écoute, Yann, moi, c'était. Franchement, on a fait vraiment le tour de tout ce dont je voulais parler. Sympa, hein, sympa. Franchement, voilà, bon, ça a été vraiment très général. Bon, je ferai peut-être plusieurs épisodes, comme tu as dit, on verra. Non, mais sinon, on peut aussi faire des lives sur ma chaîne ou sur la. Il faudrait trouver des bons petits sujets, comme là, on a fait toute l'après-midi, mais bon, on verra. C'est pas un truc. En tout cas, Wrestling Clinic. Comme Jimmy en tout cas. Superflan. Superfly, non, là, je zappe. Franchement, j'ai le cerveau qui commence à être un peu je vais dire frying, c'est pas ça, mais tu sais, quand tu te concentres comme ça. Ah, t'es concentré, toi? Concentré dans le sens que quand Oh, même bon, j'essaie pas d'avoir un les fil conducteur, ouais, mais j'essaie d'avoir un fil conducteur, tu sais, Ouais, je vois. de la discussion. C'est toi le host aussi, c'est toi qui dirige C'est un ça, peu les tu vois, débats. voilà, c'est ça, tu Ça vois. fume un peu plus que chez moi, quoi. Et exactement, tu vois. Pour une fois d'ailleurs, ça change. Voilà. Et donc tout ça pour dire, parce que tu vois, moi je fais comme ça les vidéos. Je commence pendant 2 heures, c'est au feeling.
Tu vois, c'est pendant 2 minutes. 2h15, ma parole. Exactement, tu vois, pendant 2h15, c'est comme ça, un bel esprit chaud. Je commence et à 2h15 et j'avais la structure dans ma tête. Mais voilà, et après coup, t'es quand même bien drained. Tout ça pour dire, tout comme quand je sculpte ou que je fais de la peinture des 2 arts que j'ai, c'est franchement. Quand tu sculptes ton corps. Non, quand je sculpte, je fais vraiment sculpture, je t'avais pas montré. Si, tu m'as envoyé. Franchement, à la fin, t'en peux plus, t'es scan. Bon, enfin bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Donc, ça pour dire encore une fois, la Wrestling Clinic. Vous avez la chaîne YouTube, mais surtout la chaîne privée où franchement pour moi c'est que du bel esprit. Il faut pour rejoindre, il faut juste cliquer sur rejoindre. Je mettrai les liens, t'inquiète pas, je mettrai les liens. Franchement, je vous le conseille fortement si vous êtes fan de catch, il faut connaître le passé. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, moi personnellement, j'ai grandi avec cette époque, donc ça me fait super plaisir de replonger là-dedans. Et parce que j'ai pas mentionné, mais des cassettes, j'en avais acheté énormément. Peut-être toi une fois ou deux, mais pas plus. Pas beaucoup. Non, j'ai acheté à Catchmaniac. Oh putain. Je banquais cher, 30 balles la cassette. Wow. 30 € la cassette. 30 €? Ah oui, il les vendait à 30 chez moi, c'était 12 € pour une. Ouais, mais c'est pas les vrais avec la jaquette. Ah oui, normal. Oui, à l'époque, à Virgin Megastore, quand j'ai acheté les têtes jaquettes. T'es de la jaquette, toi? Yeah. WrestleMania 15 à Virgin Megastore, 192 francs à l'époque. Ouais, ça de 30 €. Ouais. Bon. Équivalent aujourd'hui, 50 balles. Non, 192 c'est 30. Oui, mais avec la valeur de 30 € en l'an 2000, en 2020, enfin. Ah oui, l'Europe, c'est bien l'Europe, les amis, c'est très très bien. Oui, l'euro, ça va faire baisser les prix des choses. D'accord, allez, hashtag Frexit à mort. Bref, et tout ça pour dire, non, franchement, il faut retrouver une certaine autonomie. Oui, mais tu peux très bien faire 2 valeurs. Gros, on va pas commencer la politique, mais vas-y, fais-moi rêver. Non, tu peux, comment dire, l'euro ou pas l'euro, c'est pas un truc manichéen, tu vois. Ouais. Tu peux très bien garder l'euro en tant que valeur d'échange boursière. Totalement, mais sans... Et garder des euros locaux basés sur la réalité économique des pays. Quand je dis Frexit, je parle tout simplement de la politique et de la mentalité européenne qui est grosso modo, on va réguler 50 pays, bon pas 50, mais ça se dirige avec les mêmes règles pour toutes, alors que tu peux pas. Quoi. Oui, mais quand les gens pensent Frexit, ils pensent sortie de l'euro. On sort de tout et on fait notre truc. Oui. Non, ça c'est un suicide absolu. Non, voilà, tu peux avoir une Europe des nations, pas une Europe qui englobe tout, quoi. Tu vois, en fait, c'est une Europe fédérale plutôt qu'une Europe centralisée comme c'est actuellement. Tu peux la garder centralisée, mais pour contrôler l'indépendance monétaire, tu peux très bien garder l'euro comme le dollar en tant que monnaie d'échange qui va s'échanger sur les marchés. Mm-hmm. Et ensuite, tu vas faire une équivalence avec tous les différents pays une équivalence qui va être basée sur la réalité économique. Parce que le problème de l'euro aujourd'hui, c'est que tu as une seule monnaie. Donc le cours des monnaies, c'est toujours, on en a parlé l'autre jour, lié à la confiance du marché dans l'économie d'un pays. Par exemple, la Hongrie, quand ils ont fermé leurs frontières le 1er septembre, la monnaie s'est complètement dévaluée. Mm-hmm. Parce qu'on se dit, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer en Hongrie. Donc le problème de l'euro, c'est pas tant l'euro, c'est que la façon dont on attend à ce que les marchés aient confiance ou non en une valeur qui est basée sur 20 différentes économies qui sont totalement différentes entre 20 pays qui sont totalement différents entre la Belgique et la Grèce. Et là, c'est ce que je te disais. Enfin, moi, c'est juste mon avis, mais tu vois, tu disais ça peut être centralisé. Non, je pense pas, parce qu'en fait, pour moi, après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de droit administratif ou du droit des institutions politiques. Et voilà. Mais pour moi, centralisé, c'est grosso modo, tu as une entité centrale qui décide pour tout le monde. C'est déjà le cas. Voilà, mais qui décide pour tout le monde de façon uniforme. C'est-à-dire, ce qui se passe en France, c'est la même chose en Italie et en Angleterre. Et comme tu viens de le dire, c'est la réalité de l'Europe, c'est que c'est quand même 20 pays, ou je sais plus exactement le chiffre, qui sont quand même, ne serait-ce que déjà entre la France et l'Italie, c'est quand même très fortement différent. Alors, ne parlons pas entre la France et la Slovénie, ou je sais pas même pas si ça fait partie de l'Europe, mais tout ça pour dire un système fédéral, dans le sens que fédéral, c'est comme aux États-Unis, donc chaque État quand même conserve une grosse indépendance administrative, mais bon, pour gérer un peu tout, quoi, avec une entité centrale qui gère les grosses questions comme la défense, ce genre de trucs, mais localement, les États ou les nations ont une forte indépendance quand même politique pour gérer les trucs à leur manière, et moi je pense que c'est totalement ce qu'il faudrait en Europe. Et bon, quand je dis hashtag Frexit, bien évidemment, ça sous-entend une sortie de l'européenne, ou alors
Mais bon, j'allais dire, parce que pour modifier l'Europe, aujourd'hui, ça va être très dur de la modifier l'Europe, parce qu'ils ont mis en place justement un système de modification, que ce soit des traités ou du fonctionnement, qui est quasiment impossible à atteindre, parce qu'il faut la majorité des 2 tiers, en fait, des trucs impossibles à atteindre. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas vouloir réinventer la roue, il faut juste réadapter à la réalité politique et économique de chaque pays. Ou changer la roue. Enfin, changer la roue, t'en sors et t'en mets une autre. Ouais, mais changer la roue, c'est un trop gros bordel. Ouais, mais Il faut, là, partie comme c'est en train de devenir un gros bordel. Oui, mais justement, plutôt que d'attendre le chaos pour devoir faire un reset, c'est quand même plus vertueux de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ouais, mais parce que c'est voilà. Mais est-ce que c'est leur est-ce que c'est leur volonté? Bon, voilà. Bon, bah, c'était le petit volet politique. Je te mens pas que là-dessus, c'était. On peut faire un épisode après, si tu veux. Non, n'oublie pas, je vais essayer. J'aimerais bien aller forêt hantée. Ah ouais. J'aimerais bien. Il faut que je vois aussi. C'est à quelle heure ton avion demain? Oh, il y a 9h, mais ça va, je m'en fous. Du soir? Non, du matin, mais okay. je dors pas, je m'en fous. Bref, en tout cas, donc voilà, comme on disait, Wrestling Clinic, chaîne YouTube, combien d'abonnés? Wrestling Clinic, je sais pas, 9700 peut-être, un truc comme ça. Pas mal, c'est bien. Ça, petit à petit, tu fais ton chemin, c'est super. T'as aussi donc la chaîne privée, avec toutes les reviews des weekly et des anciens pay-per-view. Franchement, croyez-moi, ça vaut le coup. Et je dis pas ça parce que c'est un pote, c'est parce que bon, moi personnellement, ça a une valeur sentimentale, mais ça vous permet de comprendre comment c'était le catch à l'époque et de le comparer avec aujourd'hui. Planète Raw, donc comme tu l'as si bien expliqué, c'est les beautés du monde et les mystères archéologiques, avec en plus une personne qui va sur place et qui vous donne des vidéos uniques, avec du footage. J'essaye en tout cas. Ouais, du matériel vidéo que tu fais sur place. Oui. Voilà, donc ça aussi, encore une fois, c'est bel esprit. Et ta chaîne Ouais, la mienne, voilà, Tom Larry Fab. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dessus. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Hein. Oh, non, ouais, ça je le demande jamais, je suis pas du tout. Tu sais, c'est comme moi, moi je vais sur les shows de 4, j'ai jamais de t-shirt, tu vois. C'est pareil, ma chaîne YouTube, je fais des vidéos, jamais je leur dis abonnez-vous, mettez les notifications, si vous le faites, faites-le. C'est vrai que ça serait super d'atteindre le. Tu as toujours le bouton, un truc de YouTube quand tu fais 100 000 abonnés? Ouais. Tu reçois toujours. Ouais. Tu vas peut-être l'avoir toi bientôt pour l'intro. Oui. Moi, ce qui compte, c'est que les gens. Parce que j'ai un pote, sa chaîne elle a explosé. Parce qu'à la base, quand même, précisons, je sais pas si tu l'as déjà dit, tu as quand même vachement aidé Catch Club au début. Pas vachement, mais c'est toi qui l'a convaincu à s'y mettre. Oui, il hésitait à faire du français ou de l'anglais, et je lui ai dit, je me suis posé les mêmes questions avec mes voyages et Planet Raw. Et pourquoi Raw d'ailleurs? C'est par rapport. Alors au début, ça s'appelait Revelation of the Ancient World. Les révélations de l'ancien monde. Et voilà. Et après. Ram? Non, Raw. Oui, je sais, RAM, mais révélation de l'ancien monde. Comme sur les bateaux, quoi. Ouais. Et après, dans les ordinateurs. À l'été 2018, j'ai voulu un petit peu recadrer l'image de la chaîne et enlever le mot révélation. D'accord. Parce que c'est un peu trop ésotérique, un peu. Comme je suis pragmatique terrain, voilà, parce que tout le monde dit révélation, machin truc. Et puis après, ils viennent sur ta chaîne, ils font mais tu dis rien que. Voilà, donc je l'ai changé en Planet Raw en gardant le Raw qui est l'origine du truc. Voilà, tout simplement. Ok, bel esprit. Oui, non, j'ai juste dit à Ali, franchement, moi je te conseille d'être le leader sur une niche plutôt qu'être un petit dans. Plein de trucs. Dans un grand truc anglophone sur lequel il y a déjà tout le monde. Donc en fait, grosso modo, soit un requin dans un lac plutôt qu'un. Non, c'est débile comme raison. Qu'un lac dans un requin. Non, j'allais dire. Oui, un gros poisson dans un petit lac, un poisson de taille moyenne dans l'océan. Ouais. Il y a des gens qui vont dire l'inverse, mais la niche, c'est toujours bien niveau business. La niche, c'était un grand niche. Non, voilà, bref, on va s'arrêter là. Yo, bah écoutez, voilà, grosse vidéo, 17-17. 2h20, un truc comme ça. Non, mais 17-17, c'est la synchronicité. Ah, mais comme hier aussi. Hier, on a regardé l'heure, il était aussi 17-17, souviens 17-17, Rapidote. 17e lettre de l'alphabet, mais toi, tu connais pas du tout ce que c'est pas grave. Non. Q. Bon, bref. Allez. Oh, punaise. C'est vrai qu'en disant ça, je vais te démonétiser, je pense. Bon, bref. Yo, les mecs, franchement, bel esprit, yo, check. Check et Aou. À la prochaine. Yo, shoot. C'est quoi bel esprit? Bel esprit représente. Yo, shoot, bel esprit. Aou.